Nous accueillons ce matin Monsieur Olivier Poivre d'Arvor, ambassadeur pour les pôles et les enjeux maritimes sur la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, l'UNOC 3, qui se tiendra, vous le savez tous parce qu'on en parle souvent dans cette commission, à Nice en juin prochain. Il s'agit d'un sujet sur lequel, vous le savez, mes chers collègues, je m'investis particulièrement dans le cadre notamment de la mission qui m'a été attribuée pour la ratification du BBNJ, mais on en parle assez souvent. Nous allons auditionner aujourd'hui Monsieur l'ambassadeur, que je remercie chaleureusement d'avoir accepté de venir devant nous pour nous tenir informés de la préparation de ce rendez-vous international qui est très attendu et pour lequel vous jouez un rôle absolument clé. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, mais ça m'étonnerait dans cette commission, j'indiquerai à titre liminaire que vous présentez un profil peu commun au sein de notre représentation diplomatique. Vous êtes l'auteur de divers romans et essais, principalement autour de l'aventure maritime et regroupés dans l'Odyssée des marins. Mais vous êtes aussi un homme de théâtre et vous avez lancé, notamment en 2005 à Toulouse, la première édition du Marathon des mots, un festival international à la croisée de la parole et du texte. Vous avez également dirigé France Culture de 2010 à 2015. Vous avez exercé différentes fonctions dans le réseau culturel français à l'étranger, qui est aussi très cher à cette commission, en tant que directeur du Centre culturel français d'Alexandrie, directeur de l'Institut français de Prague, directeur de l'Institut français du Royaume-Uni et conseiller culturel à Londres. Vous êtes aussi à l'origine de la préfiguration de l'Institut français. Ambassadeur chargé de l'attractivité culturelle de la France, vous avez initié en 2016 le Grand Tour, une manifestation qui regroupe 50 rendez-vous culturels, touristiques, économiques qui participent à l'attractivité du territoire français. Vous avez aussi été ambassadeur de France en Tunisie jusqu'en 2020 et depuis lors, vous êtes notre ambassadeur des pôles et des enjeux maritimes. Au titre de vos fonctions actuelles, on vous doit notamment l'organisation du One Planet Polar Summit en 2023 au Muséum d'Histoire Naturelle et au Palais Brongniart, où certains des membres de cette commission avaient eu le plaisir de se rendre. Et je vois que Jimmy Pahin, qui n'est pas habituellement dans cette commission, mais que nous accueillons très volontiers, est avec nous aujourd'hui. Ce rendez-vous international a marqué une véritable prise de conscience à l'égard de l'enjeu de la préservation des pôles et de la cryosphère. La 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, qui est co-organisée par la France et le Costa Rica, se tiendra à Nice, donc du 9 au 13 juin prochain. La conférence sera précédée d'une séquence de mobilisation mondiale, We Are the Ocean en bon français, dès le 28 mai, et de 3 événements spéciaux. Le congrès sur les sciences de l'océan, qui se tiendra à Nice du 4 au 6 juin, le forum de l'économie bleue et de la finance, qui se tiendra à Monaco les 7 et 8 juin, la conférence dédiée à la coalition contre la montée des océans et pour la résilience côtière qui se tiendra également à Nice le 7 juin. Donc vous l'avez compris, mes chers collègues, ça sera le moment de l'océan dans le sud de la France et à Monaco le mois de juin. Et je vous invite à y participer très nombreux. On a une délégation de notre commission qui s'y rendra, mais même à titre individuel et dans le cadre du Parlement de la mer, des parlementaires de la mer, une initiative dont je vous parlerai dans un instant. J'invite tous ceux qui le souhaitent à se manifester pour pouvoir également y participer. Car notre pays entend faire de cette conférence un rendez-vous majeur, accueillant plus d'une centaine de chefs d'État et de gouvernement, ainsi que près de 30 000 participants. Le but étant d'accélérer l'action et de mobiliser tous les acteurs pour conserver et utiliser durablement l'océan. Cette conférence aboutira à l'adoption d'un plan d'action de Nice pour l'océan, composé d'une déclaration politique des États et des engagements volontaires de tous les acteurs. C'est vraiment faire de cette conférence de Nice un moment aussi important que l'avait été la conférence de Paris il y a 10 ans. L'un des principaux objectifs de l'UNOC 3 porte sur la ratification du traité sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, dit le BBNJ, Biodiversity Beyond National Jurisdiction, dont nous avons beaucoup parlé dans cette commission. Je l'ai dit en français d'abord, monsieur le vice-président.
mais dont, vous le savez aussi, mes chers collègues, il nous faut un nombre suffisant de pays, c'est-à-dire 60 pays qui le ratifient pour lui permettre d'entrer en vigueur. Et donc la course vers Nice est un véritable sprint à ce stade et nous sommes tous engagés pour que ces ratifications puissent être assurées. Ce traité avait été adopté à l'unanimité le 19 juin 2023, après plus de 20 ans de négociations, et il vise à protéger la biodiversité marine en haute mer. On en a déjà parlé, mais rappelons-le, parce que c'est toujours important. Ses principaux objectifs sont de prévoir l'obligation de réaliser des études d'impact environnemental préalables à toute activité en haute mer, la création d'aires marines protégées reconnues par la communauté internationale, c'est un point fondamental, l'instauration de systèmes d'accès aux ressources génétiques marines et le transfert de technologies marines des pays développés vers les pays en développement. Notre commission, monsieur l'ambassadeur, avait voté à l'unanimité le projet de loi autorisant la ratification du texte il y a un an déjà, grâce au travail de conviction de notre collègue Hervé Berville, qui n'est pas encore arrivé mais qui ne devrait pas tarder, qui était alors secrétaire d'État chargé de la mer et de la biodiversité, et aussi de notre collègue Jamie Pahin, qui était rapporteur du texte. À la suite du vote conforme au Sénat début novembre, la loi avait été promulguée le 13 novembre dernier. Donc à ce jour, nous avons 112 pays signataires, mais seulement 20 ratifications. Donc c'est assez simple le calcul, il nous en manque 40. Donc peut-être pourriez-vous partager avec notre commission, monsieur l'ambassadeur, l'avancement de ce travail de persuasion et vous faire le relais de cette initiative dont je parlais à l'instant, parlementaire pour la mer, ou pour faire plaisir à notre collègue Herbillon en anglais, MPs for MPAs, que je porte dans le cadre de l'UNOC 3 et qui vise à rassembler les parlementaires autour de cet objectif aussi ambitieux qu'essentiel, puisque la haute mer représente plus de 60% de la surface des océans et près de la moitié de la surface de notre planète. Au-delà de cet objectif d'entrée en vigueur du BBNJ, quelles bonnes nouvelles pouvons-nous attendre de l'UNOC 3 ? Cette conférence permettra-t-elle, par exemple, de poursuivre les négociations pour approuver un traité international contre la pollution plastique ? Ça aussi, c'est un sujet dont nous nous sommes saisis à l'Assemblée nationale, car c'est un autre fléau qui touche l'océan. Et ces négociations ont été mises à mal, abusant en décembre. Ou bien renforcer le moratoire sur l'exploitation minière des fonds marins, un autre sujet sur lequel la France s'est exprimée avec une voix très forte. Et là aussi, ça a été un travail parlementaire avant de devenir une véritable position prise par notre diplomatie. Donc, monsieur l'ambassadeur, notre commission est très impliquée sur ces enjeux liés à l'océan, vous le savez. Donc, j'en parlais à l'instant, une délégation officielle de notre commission se rendra à Nice en juin prochain. Elle est en train d'être composée. Avant de vous laisser la parole, je précise que comme lors de l'audition de Monsieur Maire sur l'exposition universelle d'Osaka, la semaine passée, les échanges ne comporteront pas de phase faisant intervenir des orateurs de groupe, mais nous sommes dans une commission très démocratique. Tous les orateurs qui se sont inscrits et ceux qui souhaitent encore s'inscrire pourront vous poser des questions, des prises de parole individuelles dont le temps sera porté à 1 minute 30. Chacun vous posera la question et vous pourrez ensuite y répondre. Et puis on verra si on a le temps pour une réplique ou une réponse. L'objectif étant d'avoir un dialogue vraiment très ouvert, informel et surtout de donner envie à tous nos parlementaires et à nos citoyens en général d'assister et de contribuer au succès de ce rendez-vous qui sera, je l'espère, la prochaine conférence sur les océans. Vous avez la parole, monsieur l'ambassadeur. Merci, madame la vice-présidente, mesdames et messieurs les députés, merci d'être présents. Peut-être juste une petite question. J'ai combien de minutes ? D'accord. J'imagine que je sais même plutôt que beaucoup d'entre vous ne sont pas nécessairement élus dans des circonscriptions littorales, mais je pense que nous avons tous, nous Français, la mer au cœur, tout simplement parce que nous sommes un très grand pays maritime. Nous ne sommes pas souvent, comme je l'entends, la deuxième puissance maritime au monde. Nous sommes le deuxième domaine maritime au monde. Il y a une petite différence, ne serait-ce qu'en nombre de frégates et de porte-avions, qui fait que nous sommes probablement dans ce domaine plus stratégique, la 7e puissance en termes d'armement. Merci en tout cas de vous intéresser à ce sujet, mais vous l'avez fait en fait, comme vous l'avez dit beaucoup, et je suis très reconnaissant au Parlement, y compris dans la période que vous avez connue, d'avoir pu permettre la ratification de ce traité. C'était très héroïque.
Et quand j'entends certains pays européens qui nous disent « Ah, mais c'est compliqué chez nous, la situation politique », je leur dis « Écoutez, chez nous aussi un peu », mais et ils l'ont fait, elles l'ont fait. Et vous l'avez fait, c'est extrêmement important que, en tant que pays organisateur de l'UNOC, de la Conférence des Nations Unies sur l'océan, nous ayons pu donner l'exemple. Alors c'est quoi cet objet que personne ne connaît, qui s'appelle l'UNOC? L'UNOC 3, ça veut dire qu'il y en a eu 3. Enfin, ça va être la 3e plutôt. C'est en fait l'expression de la découverte de l'océan, la découverte assez récente de l'océan. L'océan, dans la question, je dirais plus généralement, des affaires globales, n'existe que depuis 1982, quand... Il y a une question? Non. Ah d'accord. Ah d'accord, ok. Je pensais que c'était déjà... Dès maintenant, j'étais questionné sur la date de 1982, mais c'est la date de la Constitution et la Constitution de la mer, de l'océan, qui s'appelle Montego Bay. Et c'est à ce moment-là, en fait, finalement, les États découvrent ce que représente l'océan. C'est-à-dire que je prends souvent peut-être pas la rapporter parce qu'elle est un peu triviale, mais une comparaison. Pensez à une piscine. Nous avons, en 1982, tous les États du monde ont décidé de savoir comment ils allaient disposer du bord de la piscine. Et donc, ils se sont partagés le bord de la piscine. Ça s'appelle les zones exclusives économiques exclusives, pardon, et tout d'un coup, la France a, non pas réalisé, mais enfin a montré qu'elle était un très grand domaine maritime, avec plus de 10 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire à peu près 20 fois son territoire terrestre. Alors, quand on dit 20 fois son territoire terrestre, pour beaucoup de gens, ça ne veut rien dire, parce qu'on se dit la mer, on n'en fait rien, ça ne sert à rien, on n'y vit pas, on n'est pas concerné, il n'y a pas d'électeurs. Bon, moi, sauf que la mer, c'est, d'après les chiffres de l'OCDE qui vont sortir à l'occasion de la conférence des Nations Unies, aujourd'hui, si c'était un pays, ça serait la 5e puissance mondiale. C'était la 7e puissance mondiale il y a 10 ans. Et ça sera probablement la 4e, d'après l'OCDE, puissance mondiale sur le plan économique, en PIB, à l'horizon 2035. 4e puissance mondiale. C'est quoi la mer? C'est beaucoup de ressources. C'est celles qu'on connaît et celles qu'on ne connaît pas. En fait, on connaît très peu. La mer est à nos pieds. Nous avons, nous, ce domaine magnifique. Les Américains sont juste devant, mais nous sommes en train de recalculer le plateau continental qui fait que probablement on va un jour pouvoir dire que nous sommes le premier domaine maritime. Et qu'importe, c'est pas seulement du territoire, c'est aussi une obligation. Et cette obligation, c'est dans le fond ce que la France remplit, je crois, avec talent depuis très longtemps. Une obligation à la fois d'imposer cette souveraineté qui est la nôtre sur notre domaine maritime, partout, dans l'outre-mer. La mer française, c'est l'outre-mer. Pas la peine de le rappeler, mais enfin, il faudrait le rappeler toutes les 2 minutes, parce qu'on a tendance, forcément, quand on vit en Bretagne ou au bord de la Méditerranée, à penser que ça se passe là. Non, ça se passe essentiellement dans ces outre-mer que vous connaissez. C'est une profondeur stratégique, évidemment, extrêmement importante pour notre pays. C'est pour ça qu'on peut considérer qu'on a une stratégie indo-pacifique. Nous sommes un pays subarctique grâce à Saint-Pierre-et-Miquelon, subantarctique grâce à nos territoires, aux terres australes et antarctiques françaises. Mais c'est aussi notre puissance militaire. Et dans le contexte actuel, ça représente évidemment beaucoup de choses, y compris probablement dans les décisions qui seront proposées à votre suffrage prochainement sur la question du budget de la défense. Et cette mer française, c'est aussi, je dirais, le signe que nous avons, tout en étant membres du Conseil de sécurité. Donc les 5 pays membres du Conseil de sécurité sont parmi les plus grandes puissances maritimes, c'est pas pour rien. Royaume-Uni, Russie, États-Unis, Chine, France sont les grandes puissances maritimes, sont toutes les 5 dans ce Conseil de sécurité. Je dirais que nous sommes la seule puissance d'équilibre. C'est pas très gentil pour les Britanniques, mais enfin bon, on peut leur dire. Puissance d'équilibre parce que nous avons d'abord fait un travail de science et de cartographie extraordinaire depuis très longtemps, l'IFREMER, mais en tout cas, nous avons des publications scientifiques et dans le domaine polaire aussi de très grande qualité, très connues. Mais nous avons aussi, c'est notre puissance d'équilibre, en 2015, proposée par notre vision, je crois, celle qui a été portée à l'époque, et qui continue à être portée, je crois, par vous tous et vous toutes, ces accords de Paris sur la planète.
Le lien entre la mer, entre l'océan et le climat et la biodiversité est évident. Je ne vais pas refaire le topo, mais vous le connaissez. Alors, aujourd'hui, nous avons, parmi nos nombreux malheurs ou considérations sur la décadence ou que sais-je, nous avons un immense privilège. Nous avons eu le privilège d'organiser les Jeux Olympiques il y a peu, mais nous avons le privilège d'organiser une conférence des Nations Unies. Une conférence des Nations Unies, on n'a pas organisé depuis 10 ans. La dernière, c'était en 2015 pour les accords de Paris. Cette conférence des Nations Unies, ça veut dire que tout le monde sera à Nice, qui est le site qui a été retenu. Tout le monde, c'est-à-dire tous les pays, les 196 membres des Nations Unies, représentés pour certains et pour beaucoup à niveau chef d'État et de gouvernement. Donc c'est une conférence très politique. Le Premier ministre chinois, le président brésilien, mais près de 80 autres seront présents, évidemment, les Européens en force. Mais c'est aussi, il faut insister là-dessus, nous allons recevoir les Russes, les Maliens, les Burkinabés. On peut considérer que le Sahel n'est pas très concerné par la mer, pas tant que ça, car l'ensemble des approvisionnements du Sahel viennent par des systèmes plus ou moins élaborés, ferroviaires ou routiers, et donc tout le monde est dépendant de la mer, et tout le monde sera présent. Tout le monde sera présent pour, en fait, réussir cette conférence. Et cette conférence est assez facile à réussir. Elle est assez facile à réussir parce que arrêter des guerres, c'est compliqué, je pense. Faire face au changement climatique, c'est très compliqué. Je n'envie pas forcément les négociateurs des COP parce que les choses sont là et l'oxyde de carbone est là et va l'être encore pour un certain temps. Et l'océan, c'est beaucoup plus simple en fait. C'est beaucoup plus simple parce que d'abord, c'est du territoire. Et donc, nous pouvons chacun, dans notre zone exclusive économique, au bord de la piscine, comme je dis, faire en sorte que la piscine soit bien entretenue. Et je dirais qu'il y a un mouvement général mondial que je vois, qui est un mouvement de protection, de mise en place d'aires marines protégées, de déchalutisation de ces aires marines protégées. Il y a un mouvement général auquel nous n'échapperons pas et qui est un signe, en tout cas, de la précaution du soin qu'on prend de la mer. Alors, pour continuer sur la métaphore de la piscine, ce que vous avez permis en termes de ratification, ce traité de la haute mer, ça n'est ni plus ni moins que 45% de la surface du globe. 45% de la surface du globe. Vous avez légiféré, vous avez permis qu'il y ait une gouvernance qui n'existait pas jusqu'alors, puisque c'était un territoire totalement libre, sans aucune gouvernance jusqu'alors, ou très peu en tout cas. Vous avez permis que cette gouvernance puisse s'exercer. Elle pourra s'exercer, en effet, vous l'avez rappelé, Madame la Vice-Présidente, si nous avons les 60 signatures. Nous nous battons tous et toutes, vous aussi, je tiens à rendre hommage à la mission que nous vous avons confiée, parce que les uns les autres, vous avez l'occasion de vous déplacer dans un certain nombre de pays et de faire ce travail auprès des parlementaires. Nice sera un succès, un immense succès. Les gens voient ça un peu de loin, c'est normal, il y a beaucoup de choses. Et puis, la COP 21, je pense que quelques mois avant qu'elle ait lieu, elle n'était pas considérée comme étant un moment décisif, en tout cas de la conscience des enjeux climatiques et globaux. Elle sera un immense succès si nous avons ces 60 signatures. Donc, le président de la République, dont je suis l'envoyé spécial, me le rappelle assez régulièrement. Donc, j'ai compris qu'il fallait le faire. Voilà. Mais nous allons le faire ensemble. Et à partir de là, nous aurons la première COP Océan. Il n'y a pas de COP Océan, comme vous l'avez remarqué, la première COP Océan qui se réunira d'ici 1 an et demi. Pour continuer cette métaphore de la piscine, donc ça c'est la haute mer, hein, voilà, on décide de ça, c'est la colonne d'eau, c'est l'ensemble. Le troisième sujet, quand on a en effet en charge l'entretien d'une vaste piscine, c'est le fond de la piscine. Et ça, c'est les grands fonds marins. Petite rectification, si je me permets, je travaille avec lui, je ne suis pas son griot, mais tout de même, c'est le président de la République lui-même, tout seul, dans la solitude de l'exercice de son pouvoir, qui a décidé un jour, personne s'y attendait, aucun député, personne, mais même pas moi qui travaillais avec lui sur ces sujets, d'annoncer à Lisbonne qu'il souhaitait que soit interdit l'extraction minière dans les grands fonds marins.
il a d'abord fait à Lisbonne, en fait. Il a d'abord fait à Lisbonne, mais à bas bruit, et les journalistes n'avaient pas l'oreille, je pense, suffisamment attentive. Mais nous, on a été très attentifs, et à partir de là, on a commencé à recevoir un certain nombre de coups de fil de gens disant « mais qu'est-ce qui se passe ?» etc. Donc, c'est le cas dans notre ZEE, donc d'ailleurs à la satisfaction mutuelle de l'ensemble des territoires. Hein, c'était d'ailleurs une prérogative que les présidents de Polynésie ou de Nouvelle-Calédonie d'ailleurs avaient exprimée aussi. Mais nous souhaitons porter ceci à l'échelle internationale, donc dans les zones qui ne sont pas nos zones exclusives, donc dans la haute mer. Cette extraction des grands fonds marins, elle ne nous paraît pas urgente. Elle sera peut-être possible le jour où il y en aura besoin et au jour le modèle économique existera, mais surtout le jour où nous aurons la certitude que environnementalement nous n'allons pas détruire ce plancher océanique qui est extrêmement précieux et qui est surtout très riche, si j'ose dire, en puits de carbone et qui, dès lors qu'il serait atteint, pourrait causer des dommages qui seraient, pour l'instant, qu'on ne sait pas calculer. Donc voilà notre position. Alors, cette conférence, elle est importante parce que c'est la fierté française. Et cette fierté française, bonjour Monsieur le Ministre, on peut la matérialiser au niveau de tous les Français. La mer a commencé, comme vous le savez, mais au-delà de ça, je crois que nous sommes tous attachés à notre patrimoine et que toute tendance confondue, tous les élus français sont fiers d'être un peuple qui, même s'il a découvert un peu tard la mer par rapport à d'autres, est aujourd'hui un grand acteur du maritime. Alors c'est important pour les enjeux français, certes, mais c'est d'abord une conférence internationale. Les enjeux français, c'est évidemment les enjeux économiques à travers nos grandes entreprises ou les plus petites, l'innovation. Nous sommes assez audacieux dans un certain nombre de domaines, je pense notamment au Vélic, mais nous avons évidemment des grands sujets qui concernent directement les populations, ceux de la pêche, ceux de l'aquaculture, avec toutes sortes de débats évidemment qui ne vous ont pas échappé sur en effet le niveau de protection de nos aires marines protégées, mais plus généralement, c'est d'abord une conférence internationale. Alors qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que grande puissance diplomatique pour obtenir des succès? Premièrement, évidemment, cette ratification de BBNJ. Secondo, faire que l'ensemble des traités, les accords qui sont pendants depuis maintenant quelques mois puissent être enfin ratifiés, notamment tous ceux qui, à l'échelle internationale, combattent la pêche illégale, illicite et bientôt la surpêche, qui sont des accords qui sont essentiellement à l'OMC et qui traînent. Alors ils traînent pour multiples raisons. Et évidemment, ils vont avoir des raisons de traîner de manière supplémentaire dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Passons peut-être à un petit brief géopolitique que vous connaissez. Mais si on ne s'intéressait pas à l'océan, d'abord on avait tort, mais ce n'est pas notre cas. Mais évidemment, on s'y intéresse d'autant plus aujourd'hui qu'on comprend bien que c'est un enjeu de puissance majeure. Il n'est qu'à voir les revendications du président Trump sur le Groenland. C'est quand même de l'océan, dans l'océan Arctique, sur le canal de Panama. Les sujets aujourd'hui qui nous habitent et ce qui font que, d'ailleurs, que les Américains bombardent les Houthis pour pouvoir rendre possible le passage par Suez. La débâcle climatique qui est évidente quand on va au Groenland ou en Antarctique et qui fait que probablement d'ici 15 à 20 ans, la route du Nord qui sera sous contrôle russe, qui est sous contrôle russe à 80% sous souveraine russe, sera ouverte à la navigation, y compris la navigation des porte-containers. Donc un renversement, non pas d'alliance, mais un renversement en quelque sorte de rive, et qui sera majeur. Et tous ces enjeux qui font que quand on sait qu'on a dans l'Arctique à la fois cette perspective du transport maritime qui représente évidemment des sommes considérables, à quoi s'ajoute une ressource d'hydrocarbures là aussi considérable, et que tant les États-Unis que la Russie comptent bien continuer à exploiter, puisque le PIB de la Russie, c'est 18%, c'était 17% l'année dernière, c'est 18% les hydrocarbures en Arctique. Donc les enjeux sont importants, les enjeux stratégiques sont importants, et vous le savez évidemment. Et donc nous ne traiterons pas directement de ces sujets-là, mais nous traiterons à travers, par exemple, la question des câbles, la question évidemment de la sécurité. Nous sommes dans ce domaine-là d'ailleurs Alcatel, Orange pour ne pas les citer, mais nous avons évidemment à travers nos chantiers navals et puis à travers les grandes entreprises de transport
surtout CMA, CGM, des géants mondiaux. Et ce que je voudrais peut-être dire en terminant, c'est que nous avons un levier formidable pour imposer de manière pacifique notre force dans le monde, notamment à l'échelle européenne. Pour la première fois, après le Green Deal qui a suscité des réactions plus ou moins positives ça et là, on lance à Bruxelles, le président de la Commission l'avait annoncé dans son programme, mais le commissaire chargé de la mer, M. Cadiz, va présenter à Nice le pacte européen pour l'océan. Ce pacte européen pour l'océan est important sur nombre de sujets, sur le sujet de la pêche, mais aussi sur le sujet de l'exploration scientifique. Et le président de la République a souhaité qu'à cette occasion, l'Europe, avec d'autres pays qui sont en train de nous apporter leur concours, je pense au Brésil, au Mexique, à Monaco, à la Norvège, à UK et à l'Inde notamment, que l'ensemble de ces pays lancent ensemble, à partir de 2026, la plus grande campagne d'exploration de l'océan jamais menée, sous le nom de code pour l'instant de Mission Neptune. Cette mission aura pour but, pendant les 15 années à venir, avec l'ensemble des agences spatiales de ces pays et évidemment les agences océanographiques, plus des moyens apportés par la Commission européenne, plus des philanthropes qui sont véritablement prêts, par passion et pas par intérêt immédiat, à nous aider à monter un programme à l'échelle, de connaître cette planète bleue que nous ne connaissons pas et qui est finalement plus accessible, plus profitable d'ailleurs, probablement, que d'autres planètes, que d'autres pays voudraient aller explorer en y envoyant des voitures électriques. Donc, je pense que là, il y a un engagement européen unique. Il y aura aussi un engagement Méditerranée-Golfe unique. Il y aura un sommet dédié à cette question, sur la question de la connectivité, question de la connectivité numérique, sur la connectivité électrique de l'ensemble des énergies, mais aussi du transport maritime. Il y aura un sommet dédié à l'Afrique bleue et sa relation avec l'Europe. Vous savez que certains pays, c'est le Maroc qui va présider cette rencontre. Puis il y aura évidemment occasions pendant ces 5 jours de conférences politiques dans 10 grands panels qui font autorité de produire ce qu'on va appeler les accords de Nice pour l'océan. Ces accords de Nice pour l'océan devraient être aussi ambitieux que les accords de Paris. Ils ne seront pas contraignants, mais comme je l'ai dit, ils conduiront à cette première COP qui pourra les rendre à ce moment-là plus contraignants. Décarbonation du transport maritime à l'Organisation maritime internationale qui est annoncée et qui sera annoncée d'ici la fin avril, mais qui permettra qu'en 2050, nous soyons à zéro carbone. Donc on sera plutôt en avance sur l'aérien, je crois. Un travail qui, à l'échelle mondiale, et je terminerai là-dessus, nous montre que, loin d'être un problème, comme le climat ou comme la guerre, l'océan, c'est une solution, elle est à portée de main, et nous sommes dans ce domaine, parce que nous sommes français, mais aussi parce que nous organisons cette conférence des Nations Unies, un acteur majeur. On a un très beau rendez-vous au mois de juin. Je prie juste pour que vous ne cessiez pas votre travail à ce moment-là. Ce serait la seule mauvaise nouvelle. Donc je vous conjure de continuer. Le mot dissolution n'existe pas. Voilà. Je sais. Mais concentrons-nous sur ce moment parce que comme cet été au mois d'août, je pense que les Français étaient assez fiers de leurs Jeux Olympiques, mais je crois qu'on pourrait être fiers du travail que vous menez, que nous menons, les scientifiques, les diplomates, mais à l'échelle monde. Et ça ne sera pas la conférence du président de la République, ce sera la conférence de la France et puis de la France dans les Nations Unies. Voilà. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci pour vos mots. Moi, je tiens, avant de donner la parole aux différents orateurs, à souligner le travail qui a été effectué au sein de cette commission. C'est un travail qui a toujours été transpartisan. S'il y a un sujet qui a su nous rassembler au cours des dernières années, très largement, c'est cette question des océans, que ce soit les PPR que nous avons évoqués, les résolutions qui ont été votées à l'unanimité. Vous parliez de l'interdiction de l'exploitation minière des océans, mais aussi sur les plastiques, aussi sur les pôles. Je me tourne à nouveau vers Jimmy. Nous avons vraiment travaillé de manière extrêmement transpartisane et unanime sur ces sujets. Et dans
dans le cadre de la mission que j'effectue en ce moment, c'est-à-dire aller parler avec d'autres parlementaires pour les mobiliser, pour les engager, je m'aperçois de deux choses en réalité, et deux choses qui peuvent être source de fierté pour notre Parlement, mais en particulier pour notre commission. C'est que nous avons dans d'autres pays des parlementaires qui sont engagés, mais qui ne sont pas les parlementaires qui composent la commission des affaires étrangères. C'est perçu comme étant un sujet technique ou un sujet vraiment lié au développement durable. Nous, à l'Assemblée nationale, c'est la commission des affaires étrangères avec la TDAT, évidemment, hein, aucune critique à nos collègues de cette commission, mais nous avons saisi l'enjeu international et je pense que notre commission est particulièrement mobilisée et que ça se voit. Nous avons eu plusieurs auditions dans ce sens et je remercie les collègues de tous les partis d'ailleurs qui sont là d'être présents et d'avoir insisté pour que nous ayons cette audition aujourd'hui et pour que nous puissions monter cette délégation pour assister à Nice. Et donc, sans plus tarder, je donne la parole à Madame Pascale Got du groupe socialiste Go, pardon, excusez-moi, Go. Moi aussi, j'ai un thé muet, je devrais savoir. Merci Madame la vice-présidente, pas de souci, je réponds aux deux nationalités. Monsieur Poivre d'Arvor, merci de votre présence. Alors, cette troisième conférence des Nations Unies sur l'océan s'inscrit, je crois, dans un contexte d'urgence écologique qui est croissant et où la préservation, vous l'avez dit, des écosystèmes marins devient un défi mondial. Et nous sommes, je pense, là aussi à un tournant décisif pour la gouvernance de l'océan. Nous avons un contexte international marqué par de fortes tensions, mais des avancées ont été obtenues ces dernières années avec une trajectoire de décarbonation du transport maritime, deux accords historiques, le traité BBNJ et sur la biodiversité en mer, ainsi qu'un traité mondial en préparation contre la pollution plastique. Je crois qu'une prise de conscience collective émerge, notamment pour la question vitale pour l'emploi, l'alimentation, l'innovation pour des centaines de millions de personnes qui en dépendent d'ailleurs au niveau des océans. L'objectif annoncé de traduire les ambitions pour l'océan dans un cadre universel onusien laisse espérer une conférence de Nice tournée vers l'action, avec des engagements concrets en matière de protection de biodiversité marine et de régulation des activités économiques en haute mer. Mais le passage des déclarations aux actions effectives dépendra aussi du suivi des engagements pris par les États. Quels leviers concrets permettront d'assurer le respect de ces engagements et d'éviter que des décisions ne restent lettre morte? Par ailleurs, la France a historiquement défendu une approche multilatérale et solidaire dans la lutte contre le réchauffement climatique et la protection de la biodiversité. La gouvernance des océans, nous pensons, pourra être efficace en étant plus démocratique et inclusive, associant pleinement les pays du Sud, souvent les plus touchés par le changement climatique et les conséquences écologiques. À l'UNOC 3, j'en termine, Madame la vice-présidente, quelle initiative concrète la France défendra-t-elle pour garantir aux pays vulnérables un accès équitable au financement et aux ressources scientifiques? Est-elle prête à plaider pour un renforcement des mécanismes de redistribution? Merci, chers collègues. Je vais vous inviter tous à l'autorégulation. J'aime pas vous interrompre et j'aimerais que ce soit un dialogue vraiment ouvert, mais il faut que pour que tous puissent parler, qu'on se tienne à 1 minute 30. Je vous en prie. Monsieur l'ambassadeur. Je m'en tiens à 1 minute 30. Je vais redire. C'est pas à Nice que le traité plastique va être signé. Il n'est pas encore signé, loin de là, hein, je peux vous assurer, hélas. Il y a des grands pays, évidemment, qui n'ont pas forcément envie, notamment les producteurs d'énergie fossile ou d'hydrocarbures, soit évidemment Arabie Saoudite ou d'autres d'ailleurs. Mais nous aurons une session importante qui devrait permettre un engagement des pays de la Méditerranée sur le plastique, sur la production de plastique. Pas le recyclage, la production. Donc, j'espère que ça sera une avancée. Sur la question extrêmement importante que vous avez évoquée, de l'inclusivité. Dans le fond, ce n'est pas les grands pays maritimes qui ont sonné l'alerte, c'est les petits pays maritimes.
qui seront très nombreux, hein, parmi les 80 et quelques chefs d'État et de gouvernement qui seront là, il y aura au moins 40 ou 50 petits États qui sont en fait pas des petits États insulaires, qui sont des grands États océaniques, qui ont des zones exclusives économiques importantes et qui vivent avec la mer de manière évidemment beaucoup plus forte. Nous avons évidemment nos outre-mer qui seront là aussi pour témoigner. Mais ces petits États, en effet, qui sont menacés existentiellement de submersion. Je rappelle que, juste pour information, quand j'ai pris mes fonctions, moi, le GIEC, j'avais rencontré le président à l'époque, m'avait dit que ça sera 80 cm d'élévation du niveau de la mer en 2100. Et là, les dernières discussions avec Jim Ski, qui est le nouveau président du GIEC, donc 4 ans après, c'est plus d'1 mètre, 1,10 m. Et pour connaître, je crois, le sujet un peu, nous sommes allés, pour beaucoup d'entre nous, je pense qu'on ne parlera pas d'1,10 m, on parlera de 2 mètres facilement en 2100. Donc, pour le coup, ceux qui sont ici députés comme littoral savent ce que ça représente. Les petits pays, oui, nous allons trouver des mécanismes de compensation pour leur permettre un certain nombre d'adaptations, notamment le déplacement des populations, hélas, parce que pour 3 pays d'entre eux, la disparition physique est probable d'ici 10 ans. Je pense à 3 États du Pacifique. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Pour le groupe Lyot, j'ai Madame Estelle Youssoufa. Merci Madame la Présidente. Monsieur l'ambassadeur, Excellence, merci pour cette présentation. Pour continuer sur la tonalité de l'échange, vous savez que Mayotte a été frappée par Chido, puis ensuite Dikeledi, qui ont entraîné des submersions marines, mais que l'on observe depuis plus d'une dizaine d'années, avec la naissance d'un volcan sous-marin à Mayotte, et on observe en petite terre l'enfoncement très très rapide de l'eau de l'île. Donc je réponds et je suis ce que vous venez d'expliquer sur les enjeux de déplacement de population. 90% de la population à Mayotte vit sur le littoral, où on observe un recul très important de la zone qui n'est pas submergée, et ça l'est de plus en plus régulièrement. Quelles seront les mesures qui seront envisagées pour les populations ultramarines? Vous avez parlé des États du Pacifique, mais pour les territoires ultramarins français, qui sont eux aussi directement impactés par la montée des eaux, qu'est-ce que vous avez prévu lors de cette conférence à Nice? Et l'autre sujet qui me tient à cœur est celui de la question des ressources halieutiques. On a vu avec le cyclone la perte de la maigre flotte que l'on avait de pêcheurs à Mayotte. Comment est-ce que dans ces réflexions internationales, la France positionne ces territoires ultramarins pour les outiller face à des concurrences déloyales qui sont très importantes pour ce qui est pour nous notre sécurité alimentaire, puisque en termes d'équilibre même nutritionnel, la question de la pêche est très importante pour les territoires insulaires. Je vous remercie. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Merci. Le ministre Thani Mohamed Soalihi va présider, mais avec aussi le ministre des Outre-mer, Monsieur Valls, un sommet de 3 jours consacré donc à un niveau chef d'État et de gouvernement, consacré à la condition insulaire, mais pas vécue de manière douloureuse comme hélas elle l'est dans la réalité, mais quelles sont les opportunités économiques qui se présentent. Avec d'ailleurs des témoignages, je pense notamment à Maurice, qui il y a 50 ans était une île très dépendante et qui aujourd'hui connaît évidemment, grâce à son port franc et puis à son tourisme, des jours plus heureux. Il est sûr qu'en tout cas, pour dire les choses très directement, l'océan Indien est très concerné et très engagé. Mayotte, qui est ce plus grand parc naturel, je crois, que nous ayons, mérite certainement, mais je ne suis pas en charge de ces sujets-là, mais pour y être allé plusieurs fois, mérite certainement qu'il y ait un investissement dans le domaine scientifique très important. C'est un trésor extraordinaire que beaucoup de pays nous envieraient. Mais je ne peux pas répondre sur les sujets franco-français puisque moi je suis en charge international. Je peux vous dire en effet que ce que nous essaierons de faire avec l'exemple et les échanges de bons procédés entre non pas Mayotte et les îles qui sont proches, mais Mayotte peut-être avec des îles de la Caraïbe pour voir comment des modèles de développement économique dans le tourisme notamment, qui sont encore, je trouve, dans cette région-là, loin du compte. Sur la question de la pêche, c'est un sujet que certains d'entre vous ici connaissent très bien, évidemment, mais je ne saurais m'exprimer à ce stade. Mais les Outre-mer seront invités
d'ailleurs, le président de la République les invite, comme il a écrit au président des îles du Pacifique. Ils seront vraiment au centre de la conférence et donc j'espère qu'ils prendront la parole. Les Polynésiens sont très actifs, les Néo-Calédoniens le sont, un peu moins la Caraïbe. Et puis l'océan Indien, il y a une forme de discrétion ou de timidité, ma famille est mauricienne, qui fait que j'espère en tout cas, mais je pense qu'à travers vous, ils sauront s'exprimer en tout cas. Merci à vous. Merci. Merci. Oui, absolument. On compte sur notre collègue Estelle Youssoufa pour défendre la région et Mayotte. Pour le groupe DR, notre vice-président Michel Herbillon. C'est bon. Merci, monsieur l'ambassadeur, de venir ici. On est très attentif à ce que vous faites et à ce que vous dites. J'ai 2 questions à vous poser. La première, c'est concernant l'accord BBNJ. Donc la France a déposé le 5 février auprès du secrétaire général son instrument de ratification de l'accord. Grâce à ce dépôt, la France achève le processus de ratification et agit pour atteindre les 60 ratifications qui sont nécessaires à l'entrée en vigueur de cet accord d'ici la conférence de juin prochain. Donc ma première question, je ne vous demande pas de faire des prédictions, mais je voudrais savoir si vous êtes confiant quant à l'entrée en vigueur de cet accord qui est absolument nécessaire. Ma deuxième question, si vous permettez, je ferai référence à mon rapport d'information que j'ai remis au nom de la Commission sur la stratégie française en Indo-Pacifique. À cette occasion, j'ai pu mesurer à nouveau les très fortes tensions qui existent sur la question de la pêche illicite, qui représenterait près de 30% des prises totales à l'échelle mondiale. Cela a des conséquences dramatiques et j'attire l'attention de nos collègues. Et Hervé, évidemment, mon ami et collègue, connaît bien ces questions. Cela a des conséquences dramatiques pour les réserves halieutiques. Je pense notamment aux moyens colossaux déployés par la Chine, qui s'est constituée en l'espace de 20 ans la plus grande flotte de pêche du monde, avec environ 3000 navires. Dans mon rapport, j'appelle notamment à intensifier les capacités de surveillance de la France dans les zones économiques exclusives, à développer de nouvelles zones maritimes protégées en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, et à mobiliser l'influence française dans les instances internationales comme l'Organisation maritime internationale pour élaborer des cadres juridiques solides visant à protéger la biodiversité en haute mer et lutter contre les crimes environnementaux. Alors ma question, monsieur l'ambassadeur, je voudrais que vous nous indiquiez de quelle manière vous agissez dans l'espace Indo-Pacifique pour lutter contre la pêche illicite dans une zone où cette question est particulièrement sensible. Je vous remercie. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci, monsieur le député. Sur le premier point, il faut 60 signatures. La 60e, à mon avis, sera déposée, enfin ratification, elle sera déposée à Nice. On a d'ailleurs prévu une sorte de système un peu d'urgence qui permettra à un État de se distinguer en déposant sa ratification sur place. Mais ça pour l'instant, c'est plutôt 55 que 60, voilà. Et donc le but, c'est que ça soit 65, voilà. Et donc j'en profite pour dire, mais je sais que vous votez ces crédits avec beaucoup d'allégresse, les affaires étrangères, la diplomatie française. Nous ne sommes pas riches. Pas du tout, mais nos ambassadrices, nos ambassadeurs, tous mes collègues font un travail extraordinaire depuis 1 an et demi sur ce sujet-là. Aucune diplomatie ne s'engage pareillement. Hein. Et donc, véritablement, là, si on a la certitude d'avoir à peu près 55 signatures, ratifications, pardon, voilà, il va manquer les 10, mais bon, je sais que vous allez faire le boulot en allant sur place. Oui. C'est-à-dire que le président m'a dit clairement que ça serait raté si, voilà, comme voilà, j'ai pas envie de rater. Oui, bon, je pense que je ferai, mais c'est pas grave, j'ai rien d'Antarctique. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il faut le faire. Si nous le faisons pas, il y a une sorte de tranquillité des États qui fait qu'on en reparlera dans quelques années, je pense seulement. Sur la question de la pêche, je vous l'ai dit, donc les accords valent ce qu'ils valent, mais l'OMC sont quand même très clairs sur l'arrêt des subventions illégales à la pêche, c'est-à-dire en gros la construction de grands bateaux, hein, et donc ça concerne directement les Chinois. Et je pense que cet accord va être ratifié à l'occasion de Nice. Donc c'est d'ailleurs une première mesure qui indique clairement qui fait de la surpêche, qui fait de la pêche illicite. Tout le monde en fait un peu quand même, hein, mais les Chinois le font ça de manière extrêmement industrielle.
La FAO et l'OMI, et l'Organisation maritime internationale, seront présents à travers leurs directeurs généraux. Et nous aurons un moment très fort avec l'ensemble des ORGP, des organisations régionales de pêche et des conventions de mer régionales qui, pour la première fois, vont se réunir ensemble et qui vont réaffirmer auprès de chaque pays. Et nous allons demander à chaque chef d'État et de gouvernement qui s'exprimera ou à son représentant de s'exprimer sur ce sujet particulier. Et notamment, vous avez raison de le dire, mais ce n'est pas uniquement là, c'est vrai aussi au large de l'Amérique latine, dans un certain nombre d'endroits. Cette pêche illicite et illégale. Je pense que dans 10-15 ans, on verra les bienfaits de la gouvernance de l'océan et que ça ne sera pas derrière nous, il y aura toujours. Et il y aura toujours aussi malheureusement de la surpêche. Et ça, c'est un autre grand sujet qu'on n'a pas encore bien traité. Merci beaucoup. Merci, monsieur l'ambassadeur. Et pour revenir juste très brièvement sur votre point, monsieur le vice-président, donc il y a cette mission de mobilisation au niveau parlementaire que je porte dans chacun des pays qui sont susceptibles de ratifier, parce qu'on a fait une étude très détaillée, pays par pays, de où ils en sont dans leur procédure législative. Donc on a une vision assez claire, c'est pour ça que monsieur l'ambassadeur disait plutôt 55, mais c'est possible et d'ailleurs souhaitable, et on va tout faire pour arriver à ce chiffre-là et à 60 en particulier. Mais moi j'invite, au-delà de cette mission, disons, spécifique, chacun d'entre vous, lors de ces déplacements, à contacter nos postes diplomatiques pour être mis en relation avec des parlementaires qui traitent de ces sujets. Parce qu'en fait, vous avez aussi chacun, dans le cadre de vos missions parlementaires, des déplacements. Avec Pascal, nous partons au Pérou demain. Avec d'autres, vous vous déplacez beaucoup. Et c'est très utile, en fait, de rencontrer les parlementaires, parce que c'est un processus parlementaire. Dans 90% des cas, ce sont les parlementaires qui, aujourd'hui, ont le pouvoir de faire ces ratifications. Donc, de manière formelle, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous approcher de moi, mais même de manière informelle, à vous rapprocher de nos postes qui ont reçu des consignes très claires et qui font ce travail d'identification des parlementaires leaders sur ce sujet et de lobbying en réalité pour que les ratifications puissent être obtenues dans les délais. Pour le Rassemblement national, Madame Alexandra Masson, qui connaît bien ces sujets de la mer. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur l'ambassadeur des pôles, mes chers collègues, alors que l'Union mondiale des océans se tiendra à Nice en juin 2025, il semble essentiel que nous prenions toute la mesure des défis qui pèsent sur nos océans et les régions polaires. Aujourd'hui, ces espaces vitaux subissent une pression environnementale et géopolitique sans précédent. L'Arctique se réchauffe 3 fois plus vite que le reste de la planète. Chaque année, 8 millions de tonnes de plastique sont déversées dans les océans. L'acidification des océans a augmenté de 26% depuis la révolution industrielle, menaçant la biodiversité marine et la chaîne alimentaire. Cette 3e conférence mondiale sur les océans sera, selon nous, un moment décisif à l'issue duquel nous devrons sortir avec des engagements forts qui porteront sur la gouvernance des océans, le développement de la science marine, l'économie bleue, la protection des espaces maritimes, la lutte contre la pêche illégale et non déclarée, ainsi que sur les nouvelles opportunités qu'offre l'océan. Dans une période marquée par une très grande morosité, où l'on entend souvent que plus rien ne va, et particulièrement dans cet hémicycle à l'Assemblée nationale, l'UNOX est aussi peut-être une manière de démontrer que nous, Français, au sein de l'Union européenne, au sein de la communauté internationale, nous disposons d'un véritable levier de croissance et de rayonnement en tant que 2e plus grand espace maritime mondial. Monsieur l'ambassadeur, dans ce contexte, vous avez souvent souligné le rôle central de la science dans la préservation des océans. Selon vous, quelles mesures concrètes devraient être mises en place à l'issue de l'UNOC pour garantir un financement durable et suffisant de la recherche océanographique afin qu'elle soit à la hauteur des défis environnementaux à venir, en plus évidemment de la ratification du traité BBNJ? Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci, madame la députée. J'en profite pour dire qu'évidemment Nice aura l'honneur, et ça ne vous est pas indifférent, j'imagine, les Alpes-Maritimes. Monaco aussi sera un partenaire important, il y aura des manifestations, mais aussi Menton, Villefranche et l'ensemble de la région seront très engagés avec plus de 1000 side events qui seront organisés dans cette région. Donc il y a une mobilisation assez exceptionnelle. Hormis le fait que j'espère que vous éviterez les tremblements de terre qui pourraient faire craindre à certains de venir à Nice. Mais je crois que celui que vous avez vécu hier était supportable.
Votre question est importante, elle est essentielle. Elle était importante en soi, mais depuis un mois, elle est décisive. J'ai reçu moi-même, donc en tant qu'organisateur de l'UNOC, plus de 400 demandes de scientifiques américains qui ne sont plus soutenus par leur gouvernement, non pas pour qu'on paye leurs billets, mais qu'on leur donne l'accréditation. Voilà. Puisque le gouvernement américain a souhaité limiter l'accréditation, et donc tout scientifique, par définition, est à peu près interdit de voyage, mais tout scientifique qui aurait en plus dit qu'il y avait quelques changements dans le climat, les doublements. Nous allons faire la plus grande mobilisation scientifique au monde jamais organisée à travers ce sommet qui va réunir 2000 personnes, donc le One Ocean Science Congress, le sommet consacré à la science qui précédera l'UNOC. Nous allons à ce moment-là non seulement délivrer quelques recommandations bienveillantes comme toujours, mais surtout être très concrets. Ce qui nous manque aujourd'hui pour comprendre l'océan, c'est un indicateur. Le point 5, on en pense qu'on en veut, mais enfin au moins on sait si c'est plus ou moins, etc. Donc nous allons présenter à cette occasion le premier indicateur sur l'océan, sur les pressions, sur les risques, sur les bénéfices, sur l'état de l'océan, qui s'appelle Starfish, et qui va, je pense, être à l'échelle mondiale une grande révélation sur là où nous sommes. Et chaque année, le 8 juin, il sera publié. Nous allons, au sein de la Commission océanographique internationale intergouvernementale à l'UNESCO, créer une plateforme d'aide aux États pour le processus de soutien aux États qui souhaitent avoir besoin de conseils. Nous allons par ailleurs créer un jumeau numérique à travers une organisation intergouvernementale à Mercator Océan à Toulouse, qui sera financé par la Commission européenne et le programme Copernicus, le plus grand jumeau numérique existant. Et puis, de nombreuses mesures, notamment une alliance qui s'appelle Space for Ocean, désolé, mais c'est à l'échelle internationale, qui va réunir l'ensemble des agences océanographiques du monde et spatiales pour la connaissance de l'océan. Voilà. Merci. Maintenant, notre collègue Liliana Tanguy, députée du Finistère. Merci, Madame la Présidente. Monsieur l'ambassadeur, ravi de vous retrouver et de voir qu'après avoir brillamment organisé le One Ocean Summit à Brest, maintenant vous allez, vous allez dans le sud et la Bretonne que je suis, mais qui suis un peu aussi du sud, voilà, je m'en félicite que notre pays puisse porter haut et fort les enjeux de la protection des océans. Ceci dit, je voulais quand même attirer votre attention sur la question des aires marines protégées qui, dans ma circonscription, inquiète beaucoup les pêcheurs. Et je suis d'accord sur le fait qu'il faut absolument baser l'ensemble de nos décisions sur les connaissances scientifiques. Mais je pense qu'il faut aussi, avant toute décision concernant le niveau de protection des aires marines protégées, tenir compte donc de données scientifiques fiables, mais aussi associer les pêcheurs à ces analyses d'impact risque pêche, comme nous l'avons demandé lors de la discussion sur c'était un plan d'action à l'échelle européenne pour justement définir des niveaux de protection élevés. Donc je voulais juste m'assurer que les pêcheurs seront bien représentés lors de cette conférence. Et enfin, sur le transport maritime durable, j'espère aussi que nous aurons l'occasion de réfléchir à une gouvernance du transport maritime qui serait plus tournée vers la propulsion vélique. Voilà, nous avons en Bretagne un transporteur qui fait des cargos véliques et je pense qu'il faudrait absolument mettre cela en avant aussi. Merci beaucoup. Merci Madame la députée. Comme vous le savez, c'est Agnès Pannier-Runacher qui traite ces sujets. Et donc moi, je ne suis pas du tout en situation de vous répondre sur la situation française. Je comprends et je partage évidemment complètement. Et c'est d'ailleurs une préoccupation mondiale, c'est d'associer évidemment toujours les acteurs et notamment les pêcheurs et d'ailleurs les petits pêcheurs souvent. Ça sera l'objet à l'échelle internationale, parmi les 10 panels, il y aura 3 qui seront consacrés à la pêche, à l'aquaculture et à la petite pêche aussi artisanale.
Donc la France aussi s'exprimera, j'imagine, à travers ces panels. Hein, c'est à elle de le faire savoir. Mais évidemment, c'est des sujets sur lesquels nous sommes souvent interrogés par des ONG. Et ici, Hervé Berville l'a vécu, vous le vivez, j'imagine, aussi sur vos territoires. Il est évident qu'une conférence comme celle-ci, qui se passe en France, doit être au bénéfice de tous les acteurs du maritime, et notamment des pêcheurs français, et nous y veillons. Nous aurons probablement la possibilité d'annoncer, la ministre Agnès Pannier-Runacher, une extension de nos aires marines protégées. Voilà, mais j'attends, c'est à elle de faire ces annonces-là. Et puis, vous m'avez interrogé sur une autre question que j'ai oubliée. La propulsion vélique, oui, tout à fait, je sais, c'est important. Il y aura un atelier d'ailleurs à Monaco consacré à ça. L'excellence française est reconnue. Ça n'est pas une alternative au transport maritime tel qu'il est. C'est un point important et c'est une contribution française qui, je crois, est assez remarquable, et je crois connaître l'entreprise dont vous parlez, mais je vois qu'aujourd'hui, en effet, des cargos vont à voile aux États-Unis, transporter évidemment 100 fois moins qu'un porte-container, et en mettant un peu plus de temps, mais avec plein d'avantages par ailleurs. Et puis, magnifique de savoir qu'on utilise à 95% le vent et juste les 5% pour les manœuvres. Et ça marche, oui, ça marche. Après, il faut être honnête, à l'échelle mondiale, on est loin. Oui, enfin bon, je ne sais pas si vous serez encore député à ce moment-là, mais en tout cas, moi, je ne serai plus du tout. Voilà, oui. Les carrières peuvent être longues. C'est vrai. Alors, justement, Madame la ministre, Madame la députée Dominique Voynet, la parole est à vous. Merci Madame la Présidente, Monsieur l'Ambassadeur. La présence historique de la France dans les territoires antarctiques et subantarctiques permet un engagement scientifique et stratégique crédible de notre pays dans le Grand Sud. Alors j'ai bien compris que vous étiez là pour nous parler de la conférence des Nations Unies sur les océans, mais j'espère ne pas être hors sujet en évoquant la nécessaire rénovation de la station Dumont-d'Urville, qui est considérée comme une priorité de la stratégie polaire française à l'horizon 2030. Notre groupe d'études sur les TAF a reçu il y a un mois Yann Roper-Couder, qui nous a alerté sur les contraintes budgétaires grandissantes, aggravées par l'inflation et par le triplement en seulement 4 ans du coût des conteneurs de ravitaillement de la station. En 2023, lors du One Planet Polar Summit, vous avez insisté, Monsieur l'Ambassadeur, sur la nécessité de renverser la tendance du sous-financement de la recherche polaire. Je crois en effet qu'il est nécessaire d'assurer la concrétisation des engagements pris lors de ce sommet à travers une programmation pluriannuelle stable. On a évoqué lors de cette réunion, il y a un mois, le risque de fermeture de l'Institut polaire d'ici 2026. Et donc, je vous pose directement la question, comment sortir de l'impasse dans laquelle on se trouve et répondre aux difficultés structurelles auxquelles ces organismes scientifiques sont aujourd'hui confrontés? Merci. Madame la députée, je suis assez direct pour m'être occupé beaucoup de ces sujets depuis quelques années. Ces crises sont régulières, mais elles ne sont pas maîtrisées par la direction elle-même de l'IPEV. Je pense qu'il est temps que nous ayons une vraie direction de l'IPEV, un travail avec les TAF en très bonne harmonie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et je ne trouve pas ça acceptable. Et s'agissant des crédits, ils sont là. Tout le monde a le coût du fioul, l'Ifremer a les mêmes sujets. Hein, donc, mais il faut un jour que, sous l'autorité de l'État, et je regrette que ce qui a été proposé dans la stratégie polaire ne soit pas appliqué, c'est-à-dire non pas un CIMER, mais un CIPôle, sous l'autorité du Premier ministre, que l'ensemble des acteurs, que ce soit les territoires d'outre-mer, que ce soit la défense, que ce soit la science, que ce soit les affaires étrangères, ensemble avec le ministère de la Transition écologique, demandent à ce que ces deux organismes travaillent ensemble, notamment pour rénover la station Dumont-d'Urville. Les crédits sont là, ils ont été annoncés, mais évidemment, d'une année sur l'autre, ils ne sont pas dépensés, puisqu'à ce stade, aucune étude sérieuse n'a été faite. Aucune étude sérieuse. Parce que, comme en 1960,
Si vous allez un jour, vous verrez les dégâts du manque d'harmonie entre l'IPEV et les TAF. Cette piste des Lions qui a été construite parce que certains voulaient la construire, d'autres pas, pour que des avions atterrissent, ça n'a jamais eu lieu. Il y a d'autres sujets comme ça en France, parfois, ça arrive, on construit des choses qui ne vont pas servir. Mais là, il y a un vrai sujet de management au sein de l'État. Donc je renvoie à Matignon et M. Couder, hélas, partant. J'espère qu'il y aura une direction forte, sérieuse, mais qui travaillera avec la préfète des TAF ou le préfet des TAF. Et là, on ne peut plus jouer à la petite cour française. Mais les moyens sont là. Le président de la République les a annoncés. Le ministre Baptiste le sait. Ils sont à disposition. Mais on ne va pas dépenser de l'argent avant même qu'on ait les plans de cette rénovation. Et merci d'attirer l'attention sur ce sujet. On est une grande puissance polaire et il ne faut pas perdre pied dans ce domaine. Merci. Pour le groupe Rassemblement National, Michel Guignot. Nous aurons, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, donc sur notre sol national, la 3e conférence des États-Unis sur l'océan, du 9 au 13... pardon. Excusez-moi. Oui, c'est une obsession, M. Hervé. Très bien. Cet événement vise à protéger au mieux l'environnement marin en mettant en œuvre des processus multilatéraux liés à l'océan dans le but de sa protection. La mobilisation de financement pour conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines afin de soutenir une économie maritime durable et le renforcement des connaissances liées aux sciences de la mer. Nous sommes particulièrement concernés par cette conférence puisque la France dispose de 11 millions de kilomètres carrés de domaines maritimes et 2e plus grand domaine maritime du monde, que nous nous attelons à protéger et à préserver. Et c'est dans ce cadre que je souhaite vous interroger. Plusieurs territoires français d'outre-mer, occupés ou non, voient notre souveraineté contestée. Pour n'en citer que quelques-uns, je parlerai de Mayotte ou encore l'île de Clipperton. La conférence des Nations Unies sur l'océan a pour but d'engager des pays à respecter les traités pour protéger la nature, mais si nos territoires sont contestés, il nous sera difficile d'y faire respecter nos engagements. L'ordre du jour inclura-t-il des dispositions pour éviter que des pays qui ne prennent pas part à ces débats ne puissent contrevenir à ces dispositions pourtant nécessaires? Merci, Monsieur l'ambassadeur. J'étais au Mexique la semaine dernière et avec la présidente mexicaine et des échanges qu'elle a eus avec le président de la République, on a pu... sur le sujet de Clipperton, par exemple, trouver une très bonne solution. D'abord, la souveraineté française n'est pas menacée à Clipperton. Il faudrait d'abord qu'on ait les moyens de s'y rendre et qu'on puisse au moins une fois par an avoir un bateau de la Marine nationale qui puisse aller changer le drapeau français qui est en mauvais état et dératiser cette île où personne ne vit, évidemment. Mais ça nous donne beaucoup d'aides. Donc là, nous sommes en train de travailler avec le Mexique à développer, puisqu'il y a une licence de pêche qui leur permet d'aller pêcher dans ces eaux-là, à une réserve naturelle. Vous avez évoqué d'autres sujets de souveraineté. J'évoquais tout à l'heure 1982 et les ZEE, mais beaucoup de pays dans le monde ont encore des petits conflits de souveraineté. Les nôtres sont quand même relativement, je pense qu'à ce qui pouvait exister dans le domaine des îles Éparses, avec Maurice ou avec Madagascar. Enfin, c'est relativement... indolore. Mayotte, c'est un autre sujet. Je ne m'exprimerai pas sur ce sujet-là. Je laisserai le ministre de l'Outre-mer en parler, mais c'est un autre sujet. C'est pas de la conflit, c'est pas tout à fait de la même nature, mais ça a évidemment des implications importantes sur l'équilibre de cette grande et belle île. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Pour le groupe Horizon et Apparentés, notre collègue Xavier Lacombe. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur l'ambassadeur. Comme vous le savez, la Méditerranée est l'une des mers les plus polluées du monde, avec 30% de tourisme mondial, 10% de commerce maritime et 600 000 tonnes de pollution plastique par an. Surpêche, urbanisation et réchauffement climatique fragilisent encore sa biodiversité. En Corse, cette tension est visible puisque l'île subit un tourisme de masse à la fois essentiel pour son économie, mais malheureusement qui est aussi destructeur.
La réserve de Scande, mais je pourrais citer aussi les Bouches de Bonifacio, est un exemple frappant. L'État a récemment proposé de restreindre la navigation dans certaines zones. L'Assemblée de Corse s'y est opposée, redoutant notamment un impact économique négatif. Et cela illustre l'urgence de la gestion durable des sites fragiles via des quotas ou des alternatives écotouristiques. À cela s'ajoute la question des aires marines protégées en Méditerranée, dont l'efficacité reste limitée par un manque de moyens de surveillance, les empêchant de jouer pleinement leur rôle de régénération des écosystèmes. Dans le cadre de la conférence des Nations Unies sur l'océan, 3 petites questions. Peut-on harmoniser la régulation du tourisme de masse en Méditerranée, notamment dans les espaces protégés? Quelle piste pour un tourisme maritime durable? Et enfin, plus globalement, cette conférence qui se déroulera à Nice, ce qui n'est pas anodin pour la Méditerranée, peut-elle faire de cette mer un laboratoire pour une économie bleue conciliant tourisme et préservation? Merci. Merci, chers collègues, monsieur l'ambassadeur. Je pense que ça sera la seule conférence dans l'histoire des COP à venir qui se passera au bord de la Méditerranée avant longtemps. Donc il faut évidemment que la Méditerranée y trouve son compte. Ce seront les 50 ans de la Convention de Barcelone qui seront célébrés à cette occasion-là. Cette convention est la première convention de mer régionale, et donc elle a une réelle importance. Mais comme vous le savez, il y a une forme d'insatisfaction, que ce soit des mécanismes de l'Union pour la Méditerranée ou du 5+5, ou y compris du fonctionnement de la Convention de Barcelone, sur sa capacité à agir sur les États. Donc le président de la République a souhaité réunir l'ensemble des États au niveau chef d'État donc de la Méditerranée, c'est une vingtaine d'États, avec les complexités que vous connaissez aujourd'hui évidemment, qui sont un peu géopolitiques, mais qui n'empêcheront pas que sur la question du plastique, par exemple, il y ait des engagements des États et des entreprises quant à la production, je l'ai évoqué, sur les aires marines protégées, que nous puissions éventuellement développer d'autres, mais je pense que ce n'est pas complètement le sujet aujourd'hui. Il y en a suffisamment. La réalité, c'est que dans une mer qui représente 1% de la surface globale de l'océan, 32% du commerce maritime du monde passe. Sans d'ailleurs, entre nous, pour les pays du Sud, leur rapporter quoi que ce soit, à part la vue de grands containers qui passent là. Certainement, il y a un besoin de réindustrialisation, et je pense que le Maroc a donné un peu le signe avec Tanger Med il y a 20 ans, quand le roi du Maroc a souhaité faire de Tanger Med un grand centre qui profite largement au Maroc et évidemment aussi au reste de l'Afrique subsaharienne qui est très reliée au Maroc. Mais il y a aussi des grands désastres écologiques. J'étais ambassadeur en Tunisie, le golfe de Gabès, qui était un des plus grands golfs, le plus poissonneux au monde, est aujourd'hui dévasté. Donc en effet, face à des instances qui sont faibles quand même, l'Union pour la Méditerranée n'a pas la capacité aujourd'hui de restaurer la biodiversité. Je pense que la question de l'éducation pourrait être un sujet, et qu'il y ait une grande mobilisation avec l'UNESCO pour que dans tous les programmes éducatifs, dans toutes les langues parlées dans la Méditerranée, il y ait une attention portée. Car il y a quand même aujourd'hui, au-delà des comportements industriels, il y a des comportements personnels. Je n'accable pas la Méditerranée, c'est magnifique, mais des comportements personnels qui font qu'on la considère comme étant une mer sympathique, mais qu'on ne va pas protéger. Je voudrais juste insister, j'en profite, pour vous dire que nous avons invité les présidents des grandes régions littorales françaises. Tous n'ont pas répondu, et le président du conseil exécutif de Corse n'a pas encore répondu. Donc nous serions heureux que vous soyez représentés à Nice, ça va de soi. La région sud serait heureuse, je pense. Madame Delga sera présente, donc nous serons très honorés que vous puissiez être là vous-même, évidemment, et Monsieur Simeoni, pour apporter, notamment dans ce sommet de 3 jours sur les îles, le Forum des îles, le témoignage de la Corse, qui, évidemment, sur ces sujets de tourisme, peut certainement apporter des bonnes leçons à d'autres îles, pas forcément vos voisins, mais aux 4 coins du monde. Oui, nous comptons sur notre collègue pour la représentation de l'île de Beauté. Et donc, je donne tout de suite la parole à notre collègue Hervé Berville, qui était aussi ministre de la Mer.
Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur l'Ambassadeur. Merci de votre présentation. Et vous disiez en introduction que ça allait être peut-être une conférence, si je prends vos propos, facile. Je ne sais pas si elle sera facile, mais en tout cas, on va pouvoir aussi s'appuyer sur tout ce qui a été porté depuis plus de 2 ans, notamment à la suite du One Ocean Summit, avec, et vous l'avez dit, Madame la Présidente, le sujet des océans, le sujet maritime, qui est au-delà d'être un sujet transpartisan, en fait, est un sujet maintenant que les gens comprennent comme un sujet au cœur de 2 enjeux fondamentaux, la question du dérèglement climatique. On ne peut pas régler la question du dérèglement climatique sans parler des océans, et la question de la souveraineté économique. On ne peut pas augmenter, renforcer notre souveraineté économique si on ne prend pas en compte la question des câbles sous-marins, la question du transport maritime, la question notamment des ports. Et depuis plus de 2 ans, entre les accords de Montréal sur la protection de 30% des océans, le moratoire qui a grandi sur l'exploitation minière des fonds marins, et je ne vous ai pas trop entendu dessus, peut-être par manque de temps, mais je voudrais bien que vous y reveniez, parce que la deuxième plus grande menace pour les océans après le dérèglement climatique, c'est bien la menace d'un démarrage de l'exploitation minière des fonds marins, c'est-à-dire aller à plus de 4000 pour aller chercher des métaux dont on n'a pas nécessairement besoin pour la transition écologique. J'ai 3 petites questions. La première, elle a trait à la question des aires marines protégées, notamment en haute mer. Où en est-on dans la création de ces aires marines protégées en haute mer, puisqu'il y a plus d'1 an, nous avions déjà des discussions avec un certain nombre de pays, dans les pays latino-américains et dans le Pacifique, pour créer ces premières aires marines protégées en haute mer à l'occasion de l'UNOC. La deuxième question, c'est celle de la science. Où en est-on de l'IPOS ? Vous savez, ce GIEC des océans que nous avions porté avec notamment Françoise Gail. Et la troisième question, c'est pas faire offense aux négociateurs de dire que le zéro draft actuellement sur les accords de Nice, enfin, je ne sais pas comment on l'appelle maintenant, n'est pas particulièrement ambitieux. Et donc, quelles sont là les étapes, la stratégie pour faire en sorte que cet accord et ce qu'il y a dedans soit beaucoup plus ambitieux pour garantir que Nice soit un véritable succès. Ce n'est pas facile, mais en tout cas, c'est ce qu'on doit à nos concitoyens. Merci. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Merci beaucoup. Évidemment, ce travail, vous l'avez rappelé, c'est un travail non pas de longue haleine. Je crois qu'il y a eu un sursaut ces dernières années très clair qui s'est manifesté à Brest, un engagement transpartisan sur ce sujet, je pense quand même, du président de la République et puis de ceux et de celles dont vous êtes, qui ont conduit cette politique et qui ont permis sur un certain nombre de sujets de marquer la différence et surtout d'amener le pion aussi à une pensée anglo-saxonne qui, notamment dans le domaine des ONG, est encore dominante, mais l'est un peu moins parce que nous avons ouvert notre bouche. C'était important. Sur les questions bien précises que vous me posez, sur les aires marines protégées en haute mer, nous avons d'abord concentré notre travail sur cette ratification, parce que comme vous le savez, ça sera le travail de la COP, la première COP Océan. La bonne nouvelle que j'apporte, et je l'ai évoqué, je ne sais pas si vous étiez déjà là, mais cette COP 1 de la haute mer devrait pouvoir se tenir d'ici la fin 2026. Alors, un certain nombre de pays entre eux ont échangé, mais sans que c'est une valeur juridique évidemment, sur ce découpage de haute mer, mais c'est un travail que dès que nous aurons le secrétariat de BBNJ, qui devrait être soit le Chili, soit la Belgique, que nous allons pouvoir développer, mais il y a en effet déjà une sorte de mapping, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, planification, voilà. Mais rien de formel juridiquement. L'IPOS va trouver, je pense qu'on est à peu près arrivé au bout de la discussion favorablement, son hébergement au sein de la commission océanographique intergouvernementale, donc à l'UNESCO. Et la structure juridique existe déjà. Et l'IPOS apportera avec un budget tout ce travail de mécanisme de conseil aux États, et notamment sur la question des... ce qu'on appelle les... Alors, je vais le dire en anglais, je vais me fâcher, mais c'est parce que c'est un sujet... Sustainable Ocean Plan, c'est-à-dire la planification maritime des ZEE pour les petits États insulaires dont certains parlaient d'entre vous, et aussi pour les pays d'Afrique qui ont besoin de conseils. Et donc, au 1er septembre 2025, si tout va bien, si le conseil d'administration, si l'Assemblée générale de la CEI l'accepte, l'IPOS existera et sera hébergé CEI. Sur le moratoire, j'en ai parlé avant, en fait. C'est évidemment un grand sujet. La bonne nouvelle, c'est que grâce à l'action de la France et à une coalition de maintenant une trentaine de pays, il y a une minorité de blocage, et que malgré la volonté de certains, tout petits d'ailleurs, vous le savez, Nauru, entre autres, le traité, enfin le code minier ne sera pas signé cet été.
Mais c'est un combat qui n'est pas terminé. C'est un risque que beaucoup d'ONG agitent, mais honnêtement, on a expertisé en rencontrant Metals Company et je pense qu'ils n'ont pas les moyens de faire. Et Nauru ne se lancera pas tout seul, je pense. Voilà, donc c'est un pronostic, hein, mais ce moratoire fait en tout cas que, enfin, ce groupe fait que nous pouvons bloquer l'adoption du code minier. Et alors, en effet, un État peut décider de se désolidariser. J'en doute, voilà, mais un pronostic plus qu'une certitude à 100%. Et sur le contenu des accords, ah oui, bien sûr. Ces déclarations qui sont rédigées dans le contexte qu'on connaît actuellement, 3 mois avant, évidemment, seront, je pense, d'un dénominateur commun assez bas. Ce qui compte, c'est les accords de Nice. En fait, la déclaration politique n'est qu'un élément de base de discussion, mais les pays, pour certains qui sont les plus déterminés, vont la contester pendant les séances et surtout pendant les panels. Et ce que présentera le président de la République, ce sont les accords de Nice qui comprendront à la fois cette déclaration politique, certes, mais surtout des engagements de ce qui serait probablement, enfin ça va être validé, une coalition de 130 à 140 pays, très allant. Et ces 130 pays ne compteront pas la Russie ou quelques pays qui n'ont pas envie d'avancer. Et cet engagement sera sur un certain nombre de points dont je ne pourrais pas discuter ici aujourd'hui, mais je serais heureux d'échanger avec vous là-dessus. Voilà. Bon. Alors le zéro graphe, il est pas. D'abord, on n'est pas arrivé à la fin de l'exercice. Hein, il y a encore du travail. Oui. Il sortira. On a des voix qui s'élèvent. Je pense que ce sont des sujets importants. On a le droit de faire des allers-retours, mais on va essayer de les limiter. Il sortira fin mai, donc voilà, au dernier moment. Mais pourrez... on va tout faire pour qu'il soit le moins mauvais possible. Mais c'est pas ça, à mon avis, que nous retiendrons des accords de Nice. En fait, voilà. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Et oui, cette discussion sera, j'en suis convaincue, prolongée, et y compris dans le cadre des travaux de notre commission. Pour le groupe La France Insoumise, j'ai Madame Anne Stambach-Ternoir que j'accueille dans notre commission, qui est très engagée dans la pêche artisanale et la lutte contre les fermes industrielles de pêche de saumon. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci pour votre accueil, Monsieur l'ambassadeur. L'océan, bien commun de l'humanité, est en train de s'effondrer. 44% des espèces de coraux sont menacées d'extinction. Et le krill, par exemple, qui est tout en bas de la chaîne alimentaire, a décliné de 70% en 40 ans. C'est toute la biodiversité marine qui risque de s'effondrer et la civilisation humaine à sa suite. Alors, 2025, année de la mer, opération La Mer en commun, nous on est pour. Mais dans ce cadre, on comprend mal les attaques de l'État envers les agents de l'OFB qui surveillent et protègent la biodiversité marine. On comprend mal les suppressions de postes et les budgets sacrifiés pour eux, comme pour les agences de l'eau ou le CEREMA. Quand d'autres vont vers Mars, nous avons décidé d'embrasser Neptune, disait Emmanuel Macron le 27 février. Alors peut-être pourrait-on donner l'exemple et interdire la pêche au chalut dans nos aires marines qu'on dit protégées, en laissant les bulldozers des mers racler les fonds marins avec leurs filets lestés, détruire des écosystèmes fragiles et précieux et libérer des tonnes de CO2 emprisonnées dans les sédiments marins. Pour donner corps aux envolées lyriques présidentielles, nous avons une proposition concrète. L'établissement en Bretagne du premier institut de l'Université des Nations Unies sur les questions océaniques pour une coopération scientifique internationale au service de la préservation des océans. Cette proposition transpartisane sera étudiée par notre Assemblée dans 2 semaines. Le projet en lui-même a été validé par l'Université des Nations Unies. Il ne manque que l'engagement de la France. Avec la conférence des Nations Unies sur l'océan, notre pays, 2e domaine maritime mondial, veut et doit se positionner comme un acteur clé de la coopération internationale. Alors que pensez-vous de cette proposition qui permettrait d'asseoir un leadership de la France en matière de politique des océans et de recherche océanographique? Et d'une manière générale, quelles initiatives la France compte-t-elle appuyer et soutenir dans la perspective de cette conférence internationale? Je vous remercie. Et je précise que plusieurs membres de cette commission sont co-signataires de cette proposition de résolution, notamment notre collègue Pierre-Yves Cadalin, qui n'est pas là, mais qui porte aussi ce sujet. Oui, je connais, en effet, c'est un sujet sur lequel l'Université de Brest travaille depuis longtemps déjà. Et donc, j'ai pu échanger avec les Nations Unies sur le sujet. Première chose, d'abord, Brest et la région sont déjà, non pas la Silicon Valley, mais déjà quand même, à travers tout ce qui existe, l'écosystème, que ce soit évidemment
Océanopolis, l'Ifremer, l'IPEV, enfin tout le dispositif maritime qui est exceptionnel. Et l'Université de Brest, l'UBO, qui vraiment fait un travail formidable. L'UBO va avec nous et l'Université de Paris-Sorbonne organiser la première rencontre de l'ensemble des universités marines au monde à Nice. Donc merci à Brest et à l'université. Le projet dont vous parlez, il a un coût qui est d'environ 25 millions d'euros, je crois. 45, oui, voilà. Donc c'est un sujet, voilà. Un sujet. Mais c'est un sujet qui vous appartient, parce qu'il faudra voter des crédits pour. Exactement. Voilà. Mais c'est plutôt 45, oui, voilà. Mais voilà. Donc la question est là. Moi, je suis pour que 1000 instituts fleurissent. Voilà. Mais on a déjà l'université en attendant. Voilà. Mais ce coût est quand même élevé. Pas de jugement de valeur, hein, mais il faudrait que quelqu'un finance. Voilà. Et je ne suis pas sûr que vous soyez prêt à... Voilà, Monsieur Baptiste m'avait pas l'air capable sur son budget, et je peux le comprendre. Nous discutons quand même à l'euro près pour la conférence des Nations Unies, pour le financement de la venue d'un ou deux scientifiques étrangers. Hein, donc on en est à 5 000 € près dans la discussion. Donc voilà, je crois que il n'y a pas d'obstacle de principe. Mais l'investissement nous paraît difficile. Enfin, je ne sais pas. Voilà. C'est vous qui décidez. Oui, non, mais vous avez raison. De toute façon, ça sera examiné par le Parlement. Et en tout état de cause, je pense que c'est important qu'on puisse en parler dans cette audition. Le maire de Brest m'a pas réveillé ce matin, mais vers 7 h du matin, François Cuyande m'en a parlé aussi. Bon. Et donc, nous restons en Bretagne avec la prochaine question qui sera posée par notre collègue Jimmy Parrain, que j'accueille aussi dans cette commission et qui est aussi très engagé dans tous ces sujets et coprésident du groupe d'études sur les pôles et les océans à l'Assemblée nationale. Merci, Madame la Présidente. Monsieur l'ambassadeur, nous sommes l'océan et la carte qui est derrière vous le montre tellement, quoi. Alors, je voulais vous remercier, vous, Madame la Présidente, de l'engagement qui est le vôtre pour aller porter ce BBNJ partout dans le monde. Je voulais vous remercier, vous, mes chers collègues, d'avoir été les premiers à porter, à suivre un petit peu la résolution qu'avait portée ma collègue Maïna Sage, qui vous a permis ensuite, je crois, Monsieur le Ministre, d'aller défendre bec et ongle ce BBNJ à New York, et je vous en remercie tous. Vous dire que le transport maritime, que la communauté maritime fait des gros efforts et se porte pas mal. J'ai navigué il y a 3-4 jours et je vais naviguer sur le bateau à voile Tôte. Il y a 3-4 jours, il y a une petite semaine, j'ai navigué sur le bateau Saint-Malo. Et le bateau Saint-Malo, c'est le ferry qui fait la liaison entre Saint-Malo et Portsmouth et il fait ses départs et ses arrivées de quai uniquement sous propulsion électrique. C'est des choses qui avancent. Je m'inquiète un tout petit peu sur, vous savez, pour que les armements français soient compétitifs, on avait exonéré les charges, on les a hélas un petit peu remises, et en particulier sur le transport vélique. Et c'est un vrai souci. Et maintenant, s'il y a un truc dans lequel on est les meilleurs du monde, c'est la voile. Et j'ai peur que certains de nos armements dépavillonnent, et ce serait vraiment une mauvaise image. Et je compte sur vous tous pour qu'on aille y travailler. L'UNOC, c'est 3-4 choses toutes simples. Hein. C'est l'accord de Paris des océans. Jean-Pierre Gattuso déteste que je dise ça, mais n'oublions jamais que l'océan, c'est une de nos respirations sur 2. C'est un puits de carbone fondamental. Et vous avez raison, Anne, de rappeler que le plancton, à l'origine de la chaîne alimentaire, est en très mauvais état. Et il faut en prendre soin. Alors, ma question, monsieur l'ambassadeur, sera... autour des aires protégées, on en a beaucoup parlé, qui sera un temps fort de l'UNOC. Quand on travaille bien avec les pêcheurs, on y arrive. La coquille Saint-Jacques en baie de Saint-Brieuc, c'est un grand succès. La langouste sur l'île de Saint aussi. On débarquait 20 tonnes de langoustes l'année dernière. On en a débarqué 60 parce que les pêcheurs ont réussi à faire une zone de cantonnement. Alors ma question sera sur les aires protégées simplement. Est-ce que la France va se mettre au même standard que les autres pays au niveau des zones de protégées fortes et essentiellement au standard de l'UICN. Merci, monsieur l'ambassadeur. Et attendez, dernière petite chose.
Juste, Non, et mais pour donner suite à ce que Non, mais disait attendez, Madame on la va ministre, laisser pour une donner suite seconde. à ce que disait Madame En la 10 ministre. secondes, 10 Pourtant, secondes, 10 secondes. Écoutez, pour donner suite à ce que disait Madame la ministre Voilette tout à l'heure, vous êtes tous invités le 2 avril à 16h30. Ah bah voilà. Vous êtes tous invités le 2 avril à 16h30, salle Colbert, pour que nous puissions avoir la présentation et la planification, je le souhaite très fort, monsieur l'ambassadeur, des travaux que nous avons entamés à Dumont-d'Urville. Merci mon cher collègue. Je tiens juste à préciser pour la bonne organisation de nos débats qu'évidemment nous essayons de nous tenir à ce délai d'1 minute 30, mais que ceux qui souhaitent pourront reprendre la parole très brièvement et que l'idée, comme je l'ai dit en préambule, c'est que nous puissions avoir une discussion ouverte et que nous puissions véritablement échanger, aller au fond des choses. Et je pense à notre collègue Jean-Paul Lecoq qui à chaque fois nous le répète, c'est bien d'avoir une véritable discussion. On est contraint par le temps, c'est nécessaire, mais on a un tout petit peu de temps ce matin, donc prenons-le. D'ailleurs, je viens de vous inscrire. À vous, monsieur l'ambassadeur. D'abord, un très grand merci pour tout ce que vous faites pour les pôles. Vraiment, vous avez pu, en effet, plusieurs fois sauver le budget de l'IPEV, mais maintenant, il faut que l'IPEV se sauve par lui-même avec un comportement que l'État saura lui dicter au meilleur sens du terme. Oui, en effet, d'ailleurs, on a reçu beaucoup de messages de M. Legrand, qui est très inquiet, qui devait venir à Nice, mais qui a l'air évidemment préoccupé par des mesures. Et sur le sujet des aires marines protégées, il faut interroger Mme Pannier-Runacher. Ce que je sais, c'est qu'elle y travaille. Elle travaille à ces sujets qui sont adressés par un certain nombre d'entre vous, par des ONG, mais une fois de plus, c'est son domaine réservé, donc je n'interviendrai pas là-dedans. Je pense que, évidemment, tout le monde a bien conscience qu'il faut faire un travail de concertation. Ce que je sais, par contre, c'est que le président de la République a dit clairement que si on n'avait pas fait ce travail de concertation, il le ferait lui-même. Donc voilà, donc il est prêt à le faire avant l'UNOC. En tout cas, c'est un sujet qui est dans la tête de tout le monde, mais je pense plus généralement sans radicalité, parce que y compris d'ailleurs pour connaître quand même un peu le sujet, et entretenir un dialogue avec certaines ONG, parfois assez radicales, je pense que. Mais dire que l'océan est en feu, c'est pas juste. L'océan n'est pas en feu. Moi, je pense qu'on peut pas dire ça. C'est notre ami Claire Nouvian qui dit ça. L'océan est aujourd'hui au cœur de nos préoccupations. C'est nouveau. Il y a eu un travail extraordinaire qui a été fait par la communauté internationale ces dernières années. La France est loin d'être en retard. Je n'accepte pas qu'on dise que la France n'est pas à l'heure. La France est en avance sur plein de sujets, car je veux bien, et ça n'est pas mon sujet, moi, donc je n'ai pas d'avis sur la question du chalutage dans les aires marines protégées françaises. Mais enfin, ça concerne, j'imagine, des espaces relativement limités. Mais quel est le pays quel est le président de la République qui a dit qu'il, dans la propre ZEE et à l'international, et tout seul, qu'il demandait l'interdiction de l'exploitation des grands fonds marins? Je trouve très injuste que certaines ONG avec qui j'ai un dialogue disent oui, non, c'est une petite mesure. Et je me permets de le dire aujourd'hui, c'est l'occasion, ça lui sera répété, mais je lui dis aussi, quand le traité a été signé, BBNJ, par la France, pas par la France, pardon, d'abord, l'accord a été signé à New York. C'est une immense victoire. Et j'ai lu un tout petit pas. Ça s'appelait un tout petit pas. C'est pas vrai. C'est pas une bonne analyse. Le sujet n'est pas franco-français. Le sujet est mondial. L'océan n'a pas de limite. Et les poissons qui sont dans les aires marines protégées françaises peuvent aller dans d'autres aires marines protégées. Et donc, franchement, il y a beaucoup d'injustice, je trouve, sur. Et puis, c'est pas en partant désunis, c'est pas en partant. C'est faux. La France, dans plein de domaines et dans les outre-mer notamment, il y a vraiment une vraie conscience. Interroger les Polynésiens, interroger d'autres sur le respect qu'ils ont pour la mer. Voilà. Alors, évidemment que nous sommes tous perfectibles, mais allez voir les Américains qui nous donnent des leçons, qui n'ont rien ratifié jamais, qui n'ont même pas reconnu. Allez voir plein de pays pour lesquels nous avons beaucoup d'admiration, y compris d'ailleurs, je ne vais pas détailler, voilà, mais enfin bref.
Je ne sais pas si tout ceci doit être reporté, mais en tout cas, c'est du fond du cœur. Tout le sera, et en tout cas, nous apprécions que vous parliez du fond du cœur, et c'est important d'avoir ces discussions. Et donc, encore une fois, l'importance, une fois que ça a été signé, vous avez reparlé du BBNJ, l'importance d'obtenir ces ratifications. Mais le travail des organisations non gouvernementales est très important. Bien sûr. Ils font un travail d'alerte, et y compris à Bruxelles, y compris dans le débat qui est sur la pêche. Mais voilà, donc je sais pas du tout. Je pense que c'est très important ces acteurs-là, mais aussi il faut quand même que l'État, de temps en temps, et bon, j'en suis le modeste serviteur, mais dise voilà, bon, ça va. Et elles seront d'ailleurs présentes à l'UNOC en grande partie. Et certains iront le 20 mars à une réunion auquel tu n'as pas fait la publicité encore, qui est la réunion qui va expliquer que l'océan est en feu. Moi, je pense que l'océan est en ébullition, c'est vrai, par le réchauffement climatique. Ça, c'est un vrai sujet. Mais en tout cas, nous ne sommes pas ni des pyromanes, et nous essaierons d'être des pompiers à Nice. Voilà, en tout cas. Très bien, très bien, très bien. Et donc, nous continuerons ces discussions le 30 mars, le 2 avril et dans plusieurs autres rendez-vous avant le 8 juin. Madame Robert Dehaut du Rassemblement national, la parole est à vous. Merci Madame la Présidente. Monsieur l'Ambassadeur, la protection des océans et de leur biodiversité est un enjeu capital tant ces espaces sont déterminants pour la prospérité et le développement humain. L'UNOC 3, qui se déroulera prochainement à Nice, poursuit plusieurs priorités, notamment celle d'œuvrer à l'aboutissement de processus multilatéraux liés à l'océan pour améliorer sa protection à l'échelle de la planète. Plusieurs questions se posent, en particulier celle du comportement des pays qui polluent le plus. Un exemple frappant est celui des négociations sur le traité international contre la pollution plastique qui ont échoué à parvenir à un accord à Busan en décembre dernier, en cause le rejet ferme de certains pays gros producteurs de plastique d'envisager une limitation de leur production. Mon interrogation porte sur cet état de fait. La protection des océans peut-elle être réellement efficace sans une ambition affirmée de la part des plus gros pollueurs ? Également, est-ce aux États de bonne volonté, qui ont déjà fait des efforts substantiels pour verdir leur économie, de pallier encore et toujours ce refus de coopération ? Je vous remercie. Merci Madame la députée, Monsieur l'Ambassadeur. Le sujet que vous posez, c'est le sujet non pas uniquement des océans, mais de l'ensemble hydrique. L'ensemble hydrique, c'était dans les fleuves, la terre, le rapport. Tout ça est assez nouveau. Nous n'avons pas encore aujourd'hui les instruments de gouvernance qui permettent de bien avancer sur ces sujets-là. Je rappelle que cette UNOC 3, là, dont personne ne savait qu'il y avait eu une UNOC 2, j'imagine, dans le monde, mais elle a lieu la même année, quelques mois après, vous aurez la 30e COP climat. Bon, alors je ne sais pas si les COP sont des solutions, mais quand même, c'est un moment où la communauté nationale travaille ensemble. Donc on a beaucoup de retard sur l'océan, et notamment sur ce travail de la source à la mer, hein, qui est un vrai sujet. Sur le traité plastique, c'était lors du sommet de Brest un des engagements de Brest. Évidemment, on se heurte à des pays qui ne veulent pas faire autre chose que du recyclage, et encore. Hein. Donc notre ambition, elle est sur la production. Je pense que ce traité est très important. S'il faut qu'il prenne 5 ans, il prendra 5 ans. Mais il faut qu'il soit ambitieux. Parce qu'une fois qu'on aura un traité qui sera peu engageant, il n'y en aura plus d'autres. Mais il faut continuer. Le plastique est un très grand sujet, malheureusement, pour le coup, dramatique en Méditerranée, le microplastique, enfin, vous le savez, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais ça va prendre du temps. Voilà. C'est une négociation qui va être très longue parce qu'elle met en cause évidemment des intérêts économiques très importants. En attendant, il faut qu'à l'échelle française, je pense qu'on fasse en sorte que le plastique à usage unique, en tout cas, soit moins produit, moins utilisé. Oui, et on n'a pas le temps de s'attarder sur tout, mais il y a plusieurs initiatives parlementaires sur la réduction des plastiques, y compris en cours, dans les cantines et autres, absolument. Et c'est gagné, et c'est gagné absolument. Et je pense que c'est important parfois, on le disait à l'instant, de dire quand on va dans le bon sens. C'est vrai que quand on voit les déclarations d'autres pays, y compris des États-Unis, sur la question des plastiques, on n'est pas sur la même ligne.
et on peut se réjouir en tout cas du travail de notre Assemblée. Pour le groupe écologique et social, j'ai Monsieur Roumégas. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur l'ambassadeur, je voulais plaider à nouveau pour la Méditerranée, même si vous avez commencé d'y répondre. Je suis élu du littoral languedocien et je remercie mon collègue corse d'avoir attiré l'attention sur la question de la Méditerranée. En effet, Nice, c'est au bord de la Méditerranée. La Méditerranée, c'est un enjeu mondial. Vous l'avez dit, c'est 25% du trafic maritime mondial entre le canal de Suez et les détroits de Gibraltar. C'est 33% du tourisme mondial, c'est le berceau de civilisations qui ont conquis le monde. Et surtout, c'est une mer qui est au bord du burn-out. C'est le titre qu'avait employé un rapport du WWF. Les enjeux sont multiples et je crois qu'il faudrait que Nice soit l'occasion de relancer, c'est une suggestion que je vous fais, relancer la coopération pour la Méditerranée. Je crois que ça, c'est l'enjeu majeur. On pourrait aussi peut-être imaginer un nouveau protocole à la Convention de Barcelone et je pense à la question des paysages, puisqu'il y a le tourisme, que tous les pays sont sensibles aux paysages. Donc c'est une suggestion que je vous fais, lancer un protocole sur le paysage marin. Et puis peut-être dernière suggestion, la Méditerranée ne bénéficie pas, comme l'Atlantique, de mesures de gestion des ressources halieutiques. À part le thon rouge, vous savez qu'il n'y a pas de plan de gestion. Le Maroc a innové sur la question, mais l'ensemble des pays méditerranéens et la France et les pays européens n'ont rien fait. Et donc peut-être ça pourrait être l'occasion de lancer de vastes plans de gestion sur la pêche en Méditerranée. Je vous remercie, Monsieur l'ambassadeur. Ce que vous avez créé en Occitanie, ce Parlement de la mer, est un magnifique exemple de ce qu'il faut faire, c'est-à-dire rassembler l'ensemble des acteurs de la mer, parfois pas toujours d'accord, mais qui, autour de certains objectifs, notamment ceux que vous décrivez sur le paysage, sur les questions halieutiques. Oui, je pense que vous devez prendre des initiatives. C'est-à-dire que quand j'ai invité les régions, j'ai pas senti quand même que, y compris Occitanie, mais même la région sud, pour être très franc, que vous aviez complètement saisi l'occasion qui était donnée, y compris Renaud Muselier m'a souvent parlé de la grande région qui voulait porter. Bon, mais à vous de prendre l'initiative. En tout cas, nous, on est prêts. Avec vos voisins aussi, évidemment, et il y en a quand même qui sont actifs. Le Maroc, vous l'avez cité, la Tunisie dans son domaine aussi, nous sommes prêts à organiser un moment pendant l'UNOC qui rassemblerait tous ces acteurs qui, sur cette question, par exemple, du paysage et certainement, en effet, la question de la ressource halieutique, pourraient faire en sorte que dans la Convention de Barcelone, puisqu'ils seront tous là, on ajoute un chapitre nouveau. Merci. La parole est maintenant à notre député Frédéric Petit du MoDem. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues, Monsieur l'ambassadeur thématique. Moi je suis né à Marseille, mais je ne vais vous parler ni de Méditerranée, ni même de mer, parce que je suis aussi rapporteur de ce qu'on appelle ici la diplomatie d'influence, et je voudrais vous poser une question un peu plus technique qui me passionne en particulier avec votre fonction. Nous avons une LOLF et vous y avez fait plusieurs fois allusion, nous y travaillons de manière encore un petit peu nouvelle, c'est quelque chose qui n'a qu'une quinzaine d'années, et on parle de l'action de la France dans le monde. Voilà, et je m'adresse à votre expérience qui est très riche, vous avez une expérience aujourd'hui, vous avez été, je crois que nous avons été ensemble en Égypte d'ailleurs quand j'y étais. Quand j'ai attaqué ce travail en 2017, de rapporter sur cette diplomatie d'influence, j'ai tout de suite déploré le cloisonnement et l'absence de cohérence de nos politiques et de notre action, malgré la LOLF. Alors il y a du côté positif que vous avez rappelé. D'abord, on a adopté une feuille de route. Je vous rappelle, dans la feuille de route qu'on a adoptée, que le ministre Le Drian avait adoptée après les efforts que nous avions fait dans cette commission pendant 4 ans, il a adopté une feuille de route influence dans laquelle la mer est en 3e position sur 10. Je le rappelle quand même. Nous avons contribué à la loi de programmation sur la recherche, c'est-à-dire tout ce qu'on dit sur le scientifique, au lieu de venir par le côté je saupoudre et je fais mes centres scientifiques, nous avons dit non, il faut que nous intervenions dans la loi de programmation scientifique générale. Il n'y a pas de la science à l'extérieur et de la science en France. Il y a voilà.
Vous avez parlé du nouveau rôle des ambassadeurs, je vous remercie de l'avoir salué, qui sont maintenant plus des chefs d'orchestre, comme l'a dit le président de la République en 2019. Et je vous rappelle aussi que c'est ce Parlement qui a étendu l'interdiction de rechercher et d'exploiter des fossiles à notre domaine maritime. Et que ça a été un énorme débat à ce moment-là en hémicycle et que nous avons gagné. Mais il y a du négatif. Je ne crois pas que l'interministériel soit la solution efficace. Je ne crois pas, je suis même opposé. Je pense que l'interministériel soustrait le portage politique des thèmes transversaux à l'espace public. Voilà. Vous avez parlé de management et de querelles. Voilà. Vous avez dit que les financements existent, mais qui sont mal utilisés parce que des gens... Et on a des institutions qui sont parfois fossilisées. On a parfois des opérateurs qui, dans 2 ministères, font la même chose. Voilà. Je vous rappelle, monsieur le ministre, et monsieur l'ambassadeur, et j'attire votre attention, faites attention à la gestion des visas scientifiques. Je vous rappelle que malgré tout ce que vous pouvez faire, peut-être qu'il y a des scientifiques qui, parce que ça se passe à Beauvau, n'auront pas leur visa, alors que vous les attendez. Voilà. Les moyens sont là. L'efficacité de la dépense publique est en cause. Est-ce que vous sentez une évolution depuis 5 ans? Et d'après vous, où devons-nous aller pour que ce travail soit encore plus en cohérence? Vous avez dit vous-même, les dom-toms, ça ne me regarde pas. Dans cette commission, on considère que les dom-toms, ça nous regarde. Merci, chers collègues. Monsieur l'ambassadeur. Je voulais dire que je n'étais pas fondé pour vous répondre sur les dom-toms. Bon, c'est un vaste sujet. La diplomatie française, elle s'est construite sur quelques paradigmes singuliers. La diplomatie culturelle, il y a 50-60 ans. La diplomatie économique, Laurent Fabius avait tenté de déployer en rapatriant d'ailleurs les sujets du tourisme. Mais tout ça vient et bouge. Et je crois pas mal à la diplomatie bleue. En effet, je pense qu'on peut faire la diplomatie d'influence, c'est pas que des hommes et des femmes, c'est la capacité, en effet, à Paris, d'attribuer à tel ou tel la responsabilité d'un sujet. Par exemple, sur le sujet polaire, c'est vrai que ça marche pas bien parce que il y a un peu d'argent, beaucoup d'argent en fait au ministère de la Recherche, mais le pilotage stratégique, c'est quand même plutôt les armées qui le font à travers des actions qui sont faites en Arctique et en Antarctique. Donc je pense que le CIMER, le comité interministériel de la mer, a eu un avantage quand même, c'est de mettre autour de la table, avec un chef de file, mais mettre autour de la table les acteurs. Il y avait le secrétaire général de la mer à l'époque. Pour ce qui est des pôles, je pense que ce serait vraiment utile, en tout cas, qu'il y ait un arbitrage qui vienne de Matignon sur pourquoi, en effet, en bas, là, où il n'y a que des oiseaux magnifiques et quelques manchots empereurs, pourquoi les Français se disputent, quoi, voilà, et ne sont pas fichus de mettre en place un plan sérieux d'aménagement, de réaménagement de la station antarctique française, 100 millions d'euros, dont les moyens existent. Enfin, c'est le problème, voilà. Et ça, je crois qu'il faut un peu de discipline, quoi, je pense. Et chez les scientifiques, c'est pas toujours facile à expliquer. Sur les visas, évidemment, c'est très important. On est quand même... Bon, allez, je comprends ce que vous dites, mais on est quand même la nation qui accorde le plus de visas aux académiques dans le monde. Non choisis. Non, mais les autres choisissent ceux qu'ils veulent. Nous, on accepte qu'un scientifique Côte d'Ivoire vienne. Mais le Canada, il choisit les gens qu'il veut, un peu. On accueille quand même. Je vous remercie, monsieur l'ambassadeur, et je suis convaincue que cette question des visas, notamment des scientifiques, sera à nouveau discutée dans notre commission. J'ai un dernier orateur inscrit, monsieur Lecoq, et ensuite j'ai 3 orateurs qui ont déjà parlé, qui souhaitent reprendre la parole. Je l'annonce comme ça, on sait quel est le programme jusqu'à 11h, on s'arrêtera à 11h pile. Nous avons Liliana Tanguy, Alexandra Masson et Dominique Voynet. C'est le moment de se manifester, sinon on s'arrête là et je donne la parole à notre collègue du Havre, cher Jean-Paul Lecoq. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci pour d'abord votre présence, Monsieur l'ambassadeur, et l'ensemble des explications que vous nous avez apportées. Vous nous avez rappelé que le multilatéralisme avait du sens, et notamment sur les océans. C'est une bonne chose, et peut-être que
que l'on pourra redorer le blason et redorer la dynamique internationale, justement en partant de ce thème-là, qui est un thème partagé par tous. On voit bien les conflits qui règnent en ce moment sur la terre, et peut-être que la mer viendra sauver la terre. Ce serait fabuleux. La deuxième chose, je voudrais revenir dessus, d'abord parce que je suis député du Havre et j'ai un concitoyen, Guillaume Legrand, vous en avez parlé, chers collègues, mais Guillaume Legrand, c'est pas CMA, CGM, quoi. C'est pas Rodolphe Saadé. C'est-à-dire que le gars, il a engagé sa vie, sa famille, c'est tout ce qu'il a dans cette utopie que demain, le transport vélique pourrait gagner du terrain et pourrait être l'avenir du transport maritime. Alors vous avez raison, il faut mettre un bémol à ça, mais quand même. Et vous avez dit les budgets que vous votez en parlant de la station, etc. Il y a longtemps que j'ai voté un budget, moi. Ou en tout cas qu'on m'a proposé de le voter. Et j'aimerais tant pouvoir avoir à travailler et à voter un budget autrement qu'en parlant du 49.3. Et si on avait voté le budget, peut-être qu'on n'aurait pas fait... la ministre m'a dit, on a tout doucement, peut-être c'est une connerie. Donc peut-être on n'aurait pas fait la bêtise de supprimer les exonérations concernant la société Tau. Moi, ça me pose problème, y compris sur les C2E, les certificats d'économie d'énergie. Enfin, quand Guillaume Legrand vous explique que pour aller faire Le Havre-New York, pour avoir les C2E, il faut qu'il fasse escale à Saint-Pierre, il y a un sujet. Pour faire Carthagène, Le Havre, il faut passer par la Martinique et faire escale. Il y a un sujet quand même. Et que l'on n'ait pas pris le temps de travailler ces sujets-là, ça me pose problème. Et je referme la parenthèse du Havre, de Guillaume Legrand et de la société Tau. Et je voudrais savoir, parce que je ne sais pas, peut-être vous en avez parlé, mais je suis arrivé un petit peu en retard, concernant le bruit maritime. C'est-à-dire l'évolution des bruits. Alors, on en a parlé sur les hélices des bateaux, on en a parlé sur un tas de choses, on en a parlé sur les parcs éoliens, on en a parlé, etc. Où est-ce qu'on en est sur cette question du bruit maritime ? Très loin. C'est à l'Organisation maritime internationale que ces sujets se discutent. Et on est très allant, nous, mais beaucoup de pays s'en fichent complètement, hein, hélas. Donc, le bruit, c'est pas nous qui allons décider de l'arrêter, nous, Français. Il faut qu'il y ait des contraintes, il faut que ça soit contraignant. Les grands armateurs de containers se sont réunis il n'y a pas longtemps. Ils ne se réunissent pas souvent parce qu'ils sont quand même très concurrents. Et parmi leurs points de discussion, je ne sais pas ce qu'ils ont décidé, mais il y avait ce sujet qui leur est adressé, je pense. Et comme c'est eux qui, quand même, sillonnent le plus les océans, je ne sais pas si c'est eux qui, par leur cargo, produisent les porte-containers le plus de bruit, mais en tout cas, j'imagine. Voilà. Mais on n'est pas très avancé. Et à Nice, on n'a pas d'attendu, en tout cas. Pardon. Ce sujet. Je vous remercie, Monsieur l'ambassadeur. Comme je l'avais annoncé, je vais donner la parole successivement à Madame Liliana Tanguy, Madame Alexandra Masson et Madame Dominique Voynet, l'une après l'autre, et je laisserai ensuite Monsieur l'ambassadeur leur répondre et conclure. Madame Liliana Tanguy. Oui, merci. Merci de me redonner la parole. Je voudrais juste porter à la connaissance de Monsieur l'ambassadeur l'existence d'un avis politique que nous avions pris dans le cadre de la Commission des Affaires européennes sur la question du chalutage dans les aires marines protégées. Je sais que c'est Madame Pannier-Runacher qui suit ce dossier, mais je pense qu'il est important quand même que lors de cette conférence, la voix des scientifiques soit mise en avant pour pouvoir définir les usages dans les aires marines protégées, parce que je voudrais quand même donner l'exemple de l'espace marin d'Iroise, qui depuis des années existe en permettant aux pêcheurs, y compris aux chalutiers, d'exercer leur activité tout en préservant
la biodiversité. Donc il ne faut pas opposer l'un et l'autre. Je pense que c'est le sens de cette conférence aussi, de montrer que c'est tout à fait possible d'avoir une coexistence des deux objectifs, parce que la France importe 80% du poisson, alors que c'est deuxième espace maritime au monde. Donc il y a un problème de souveraineté alimentaire qu'il ne faut pas oublier. Et concernant l'Institut océanographique que certains souhaiteraient voir ouvrir à Brest, moi je voudrais ici rappeler que l'UBO, comme vous l'avez dit, Monsieur l'ambassadeur, à Brest est en pointe concernant les questions maritimes. C'est 5e au niveau du classement mondial des universités. Et je pense qu'il serait préférable de mettre des moyens supplémentaires dans l'UBO plutôt que de créer un institut, surtout dans le contexte de contraintes budgétaires dans lequel nous sommes. Merci beaucoup Madame la députée pour ces précisions. Madame Alexandra Masson. Oui, merci. Très, très rapidement, en fait, d'être dans le concret. Je pense qu'ici, tout le monde veut la réussite de l'INOC à Nice au mois de juin. Est-ce qu'on pourrait très rapidement, Madame la Présidente, comme vous nous l'avez suggéré, avoir la liste mise à jour des pays qui n'ont pas encore ratifié le traité, afin que, comme il y a des déplacements prévus dans la Commission Affaires étrangères dans le mois et demi qui arrive, nous puissions voir si dans ces déplacements, nous avons peut-être à rajouter, puisque là, je pense entre autres au Liban, où je ne sais pas s'ils ont ratifié ou pas. On va y aller fin mai. Voilà, il y a peut-être d'autres déplacements, et je pense que ce serait vraiment intéressant qu'on puisse au plus vite, à notre échelle, pouvoir travailler avec vous sur ce sujet, avoir la liste mise à jour. Merci. Bien entendu, et donc je vous réponds tout de suite. Évidemment, je vous la fais circuler. On a la liste des pays qui ont ratifié et de ceux qui sont susceptibles de ratifier. Ça aussi, c'est très important, parce qu'on va essayer d'agir sur ceux qui sont le plus à même d'avoir signé dans les temps. Madame Dominique Voynet, c'est à vous, chers collègues. Oui, très brièvement, vous nous avez invités à prendre des initiatives, Monsieur l'ambassadeur, c'est très bien, mais j'ai compris qu'il y avait près d'1 millier de side events, donc la question c'est la visibilité de ces initiatives. La commission d'enquête sur les conséquences des essais nucléaires français en Polynésie envisage d'organiser un de ces événements pour attirer l'attention sur l'ampleur du volume des déchets qui ont été, alors le terme est joli, mais la réalité est assez triviale, océanisés ou lagonisés. Et je voudrais ici attirer votre attention sur la difficulté persistante d'accès aux archives. Le ministère des Armées a ouvert beaucoup de ces archives et déclassifié pas mal de documents. Ce n'est pas le cas du commissariat à l'énergie atomique, donc on ne sait même pas exactement où ces déchets ont été océanisés, probablement au large d'Amanou, au nord de Hao, mais finalement on n'en sait rien. Je vous remercie toutes les trois et je donne maintenant la parole à Monsieur l'ambassadeur pour sa conclusion. Merci beaucoup, Madame la vice-présidente. Pour répondre à Madame Voynet, je pense que ce sujet sera adressé, je suis même certain, par le président de la Polynésie, qui viendra avec une forte délégation, et qu'il y aura forcément, même s'il y a 1000 side events, il y en aura certains qui seront beaucoup plus fréquentés, beaucoup plus regardés, écoutés que d'autres, et celui-là le sera. C'est un sujet important que vous soulevez. Et je compte sur Monsieur Brotherson pour l'adresser. Écoutez, c'est assez simple en fait la conclusion. C'est peut-être un appel à la mobilisation générale, à l'équipage. D'abord, je voudrais vraiment vous remercier parce que je sais qu'il y a un certain nombre de sujets qui sont plus clivants que d'autres dont vous discutez, mais ça fait très chaud au cœur de voir que, avec des expressions et probablement aussi des convictions qui sont pas les mêmes. Pour moi, la parole des ONG est très importante. Je pense qu'elles ont fait beaucoup de travail et elles continuent à le faire. Voilà, mais l'État, c'est l'État, les ONG, c'est les ONG. Donc, et il ne faut pas faire croire qu'on est une ONG, nous. Voilà. Donc, on a des contraintes qui ne sont pas exactement celles des plaidoyers des uns et des autres dont je sais qu'ils ont fait avancer la conscience auprès des Français, de la jeunesse aussi, qui est extrêmement importante. C'est sur la jeunesse que je voudrais insister. Je pense qu'on doit en effet faire en sorte à Nice de toucher cette jeunesse. Et donc on a des grands programmes qui sont prévus avec l'éducation nationale, avec le rectorat et une mobilisation de près de 10 à 15 000 jeunes. Je voudrais dire merci aussi à vous, certes, parce que vous avez encore plein de choses à décider. Vous pouvez faire avancer, vous pouvez obtenir cette 60e ratification qui va transformer vraiment et qui fera que Nice rentrera dans l'histoire, même si Nice est entré dans l'histoire depuis longtemps.
Madame Mélanie viendra, donc j'espère qu'elle ne va pas revendiquer, on ne sait jamais, bon, comme toutes les frontières sont mouvantes. Je voudrais remercier aussi les acteurs locaux de Nice, à commencer par le maire, Christian Estrosi, parce que c'est certes un privilège de recevoir une conférence des Nations Unies, mais c'est aussi beaucoup d'organisation et puis d'explication à sa population que pendant quelques temps, il y aura évidemment une ville un peu différente qui sera sous le feu des projecteurs, mais aussi probablement un peu moins facile. Mais il y a eu un travail exceptionnel qui a été mené. On va commencer avec le carnaval de Nice et puis avec des tas d'événements culturels qui vraiment donnent envie d'être à Nice à ce moment-là. On ne fait pas cette conférence tout seul, on le fait avec le Costa Rica, qui apporte ce qu'il apporte, et notamment à l'échelle latino-américaine, et que l'ensemble des États. Ce que je peux vous dire, en effet, et vous l'avez dit, je pense qu'il n'y aura pas eu de conférence des Nations Unies depuis très longtemps, à part les COP. Vous voyez, et là, on a un moment très critique où, franchement, là, la situation est quand même assez complexe. Et il y aura des Russes, des Chinois, des Américains, des Groenlandais. Le Premier ministre groenlandais sera là, le président du Panama sera là. Donc, bon, il y aura tous les acteurs du débat. Donc, je pense que ça va être passionnant, passionnant pour ça, les régions, évidemment, etc. Très honnêtement, moi, je n'ai pas d'avis sur les gouvernements, mais les ministres s'engagent. Alors, allez leur poser les bonnes questions, en effet, sur tout ce qui concerne la protection, le chalutage, évidemment, ça se... Moi, je ne peux pas dire autre chose. Voilà. Et puis, les scientifiques français, l'IFREMER, le CNRS, toute la mobilisation, pas uniquement en Bretagne, mais beaucoup en Bretagne, mais il y a aussi à Villefranche un institut océanographique extrêmement dynamique. Il faudra en créer encore plus en Méditerranée. Il y a un tas d'endroits où ça pourrait être fait. Et puis, les acteurs économiques. Les acteurs économiques, à commencer par le petit pêcheur, par transporteurs, tous ces acteurs sont très mobilisés. Et donc ensemble, ils font, je pense, que ceux et celles qui vont venir à Nice savent qu'ils vont faire des bonnes affaires, parce qu'il y a des affaires à faire en France. Il y a de l'innovation. Le Vélix, c'est en effet quelque chose qui peut vraiment être non pas le transport de demain, mais un transport d'appoint extrêmement important, 10 à 15% du transport maritime, ça peut représenter... Voilà, et on a eu l'audace de faire ça avant tout le monde, et en effet, je n'ai pas bien compris ce qui s'est passé, mais j'ai vu que M. Legrand était tout à fait bouleversé, je partage son inquiétude, évidemment. Voilà. Et puis vous dire à Nice, grâce à certains d'entre vous, notamment à la députée Éléonore Carrois, à Nice, le dimanche 8 juin, il faut que vous veniez. Alors, il faut que vous veniez d'abord avec un maillot de bain, puisqu'il est prévu de faire un grand bain universel. Un grand bain universel, c'est qu'on va essayer de faire que des délégués russes nagent à côté des délégués ukrainiens, et que peut-être certains partis qui ne se fréquentent pas tous les jours puissent faire la grande baignade. Voilà. Et donc, on attend 10 à 15 000 personnes. Voilà. Un bain pour l'humanité. Après, il y aura une grande fanfare avec le bagad de Landbiway. Je m'excuse pour les Méditerranéens. Voilà. Voilà. Et les fanfares de Vintimille, et les fanfares de Monaco, et un orchestre de Croatie, madame. Voilà. Écoutez, oui, ça change tout, évidemment. Et surtout une grande parade qui s'appelle les Merveilles de l'Océan, avec une centaine de bateaux océaniques scientifiques qui viendront du monde entier et qui est magnifique. Il y a ceux qu'on connaît chez nous, Tara et d'autres, etc. Mais vous allez voir vraiment, je pense, une parade formidable. Et puis l'inauguration de la zone bleue, mais surtout sur la promenade des Anglais. Alors, notre député est parti, on peut le dire, ça s'appelle... MPs for MPS, c'est-à-dire le Parlement de la mer, voilà. Ouais. Et le Parlement de la mer, vous allez avoir des parlementaires, vous d'abord, mais du monde entier qui vont être là, c'est-à-dire les plus engagés. Et bon, il y aura une prime, je pense, donnée à ces parlementaires qui est certainement d'être la force vive de ce mouvement qui est partout dans le monde. Partout où on va, il y a des gens les plus modestes, les gens les plus puissants savent qu'aujourd'hui la mer c'est un enjeu majeur et qu'il ne faut pas déconner, il faut l'exploiter durablement et ça commence par la protection. Ça ne commence pas par l'exploitation. L'exploitation, ça on sait toujours comment faire. Les poissons on sait comment les chercher, les bateaux on sait comment les faire naviguer, mais il faut d'abord se dire qu'en effet ce bien-là, il est partagé, il faut le protéger au départ.
Et puis à partir de là, l'exploiter durablement, créer cette relation avec l'océan qui est pas évidente. Puis je terminerai peut-être en disant quand même que tout n'a pas été inventé à Brest ou ces dernières années. Il y a eu un travail formidable en France qui existe, et Madame Voynet, plus que quiconque, il y a eu un engagement quand même français sur ces sujets de climat, d'environnement, à une époque où vraiment tout le monde s'en foutait. Alors certains pays s'en foutent aujourd'hui, mais ils sont minoritaires quand même. Et donc je pense que vous avez déjà beaucoup fait, et j'espère que vous allez faire plein de choses à Nice. Ça commence le 28 mai pour la partie zone verte, et le 10 et le 13 juin, il y aura les accords de Nice pour l'océan, et j'espère qu'ils seront à la hauteur de vos attentes. Il ne me reste plus, Monsieur l'Ambassadeur, qu'à vous remercier au nom de la Commission de nous avoir rendu compte de ces travaux préparatoires pour y être engagé à vos côtés et aux côtés de votre équipe que je salue, et notamment Alicia. Formidable équipe. Je peux dire que c'est un travail colossal que cette organisation de ce sommet. Vous l'avez dit, Madame Voynet et d'autres, ce sont énormément d'événements en parallèle. C'est une conférence onusienne, mais la France est en train de jouer ce rôle moteur. Et nous, les parlementaires, grâce à cette initiative que j'ai portée, qui est sortie, qu'on en a parlé la première fois au Costa Rica, lors de la conférence Emergency qui précédait la conférence de Nice, c'est en train de devenir une réalité. L'invitation a déjà été faite, mais plus formellement, au-delà de la délégation de la Commission qui ira avec la Commission, avec un administrateur, tous ceux qui sont intéressés peuvent y participer. On aura un grand auditorium, beaucoup de places et beaucoup de parlementaires du monde entier qui ont déjà manifesté leur intérêt. Donc nous aurons l'occasion de revenir dessus. Et merci à tous pour votre engagement et pour ce travail que nous avons fait aujourd'hui, transpartisan. On a un tout petit peu débordé, monsieur l'administrateur, mais je pense que c'est important d'avoir une discussion ouverte, sans trop de limites de temps, lorsque l'on parle d'un sujet aussi consensuel et aussi important. Donc merci à tous, et nous passons sans plus tarder à la suite de notre agenda.